Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, chers adhérents de nos associations, de l'armement terrestre et des auditeurs Armement et économie de défense de l'IHEDN, Mesdames et Messieurs, très chers amis, en tant que présidente de la 3AED, anciennement AHEAR, j'ai le plaisir de vous accueillir ici dans cette salle de réunion virtuelle. Cette conférence est organisée conjointement par notre organisme et par l'Association de l'armement terrestre, dont le président Jean Amiot clôturera cette séance. Nous en profitons ici pour remercier chaleureusement Patrick Michon qui pilote avec professionnalisme ce programme. Normalement, ce type d'événement fait partie d'un programme annuel d'entretien et est réservé à nos adhérents. Pour la première fois, nous avons ouvert les inscriptions à l'ensemble des auditeurs de l'IHEDN et à la société civile, convaincus que les sujets que nous traitons peuvent avoir un auditoire bien plus large que nos seules associations. Nous vous rappelons que nous vivons grâce à vos cotisations et nous vous en remercions. Notre conférencier de ce soir, que je remercie vivement d'avoir accepté ce défi, est le général de division Charles Baudouin. Il traitera ce soir le vaste sujet des besoins des forces aéroterrestres en équipement à l'horizon 2035. Après avoir brossé un état des lieux de l'armée de terre en 2020, forces et faiblesses, et les étapes de sa modernisation sur la période 2020-2030, dans le contexte des défis inhérents au retour de la haute intensité, le général développera les perspectives et attentes 2035-2040, l'après-Scorpion, marquées par de grands programmes en coopération européenne sur le haut du spectre capacitaire. Le général Baudouin est particulièrement qualifié pour traiter ce sujet. En effet, dans le cadre de ses 40 ans de carrière militaire, il cumule 16 années consacrées au développement capacitaire de l'armée de terre, jusqu'aux plus hautes responsabilités en la matière. Je précise qu'à la fin de ce brillant parcours, le général a rejoint le COGES, filiale du JICAT, en qualité de directeur général. Avant de lui céder la parole, je vous demande de bien vouloir couper vos micros et vos vidéos afin de libérer de la bande passante. Vous pourrez poser vos questions en cliquant sur le symbole « Converser » en bas de votre écran. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Général, c'est à vous. 20 ans sur les capacités à peu près tous les postes, depuis celui d'officier de programme sur le Charles Leclerc jusqu'au poste de sous-chef d'état-major de l'armée de terre, me permet d'avoir une vision dynamique de l'évolution de nos capacités. Et il est vrai qu'on ne comprend bien une situation, que ce soit la situation actuelle ou la situation en prospective du 35, que si on sait d'où on vient. Car une armée ne se change pas d'un seul coup et elle est sujette à un héritage qui vient souvent de loin. On n'a pas les moyens de changer l'armée d'un seul coup de baguette, donc il s'agit de renouveler précisément les capacités. Voilà, donc j'espère être à la hauteur de la confiance que me donne l'AAT et la 3D Cher. Quelques notions pour commencer. Le combat est éminemment interarmé. Les gens ont tendance à penser, quand ils voient certaines actions, est-ce que le char est encore d'actualité pour telle ou telle raison? Est-ce qu'on a encore besoin d'un porte-avions, etc. La tendance qu'ont les gens, c'est de voir un système d'armes dans son unicité, alors qu'en fait, ça n'est jamais le cas pour les armées. C'est une combinaison d'effets qui a toujours lieu. Donc, on ne combat jamais qu'avec les trois armées. On ne combat jamais, même souvent, qu'avec les coalitions interalliées. Pour donner des exemples, lorsque nous sommes intervenus en Libye, les hélicoptères de l'armée de terre partaient en mission depuis un bateau de la Marine nationale. Donc, vous voyez bien qu'une combinaison entre marine et armée de terre. Et bien évidemment, l'armée de l'air est toujours présente sur nos opérations de façon à pouvoir appuyer nos troupes au sol par des feux précis. Et donc, les trois armées sont constamment utilisées ensemble. De même que dans l'armée de terre, un fantassin ne combat jamais sans un cavalier, un homme du génie, un homme des transmissions, un homme de l'artillerie. Donc, il y a bien un ensemble d'actions. Et si quelqu'un trouve, par exemple, le char démodé, il ne sait pas que ce char va travailler en coopération avec des tigres, sous une couverture de défense solaire, avec des fantassins à côté. Et à partir de là, on comprend mieux que chacun apporte sa pierre à l'édifice.
Un sujet important, c'est la dépendance à l'espace. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, les armées modernes sont extrêmement dépendantes de l'espace, dépendantes pour leur positionnement. Vous savez qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup le positionnement par GPS, notamment Galileo demain. On a très peu de matériel à centrale inertielle. Donc, on utilise ces satellites qui sont en orbite. Nos communications longue distance entre la métropole et les théâtres d'opération, mais sur les théâtres même, quand vous savez qu'en bande saharienne, nous combattons à des centaines de kilomètres des postes de commandement, c'est par satellite que nous voulons transiter les ordres et comptes rendus, dépendent de satellites là aussi. Nos cartographies sont toutes numérisées. Nos engins blindés sont équipés tous maintenant d'ordinateurs comprenant des cartes numérisées qui viennent aussi de l'espace. Donc la dépense à l'espace est un sujet qui n'est pas le problème d'une armée, ce n'est pas le problème de l'armée de l'air, même si c'est normal, l'armée de l'air a été nommée armée de l'air et de l'espace. Le fait que la ministre ait décidé d'investir, le président et la ministre ait décidé d'investir dans l'action dans l'espace est fondamental pour nous, parce qu'une armée aujourd'hui qui verrait ses moyens satellitaires annihilés, et ça peut être assez réalisé, serait d'un seul coup inopérante sur un certain nombre de domaines. Même si nous avons bien sûr des redondances de communication, on serait quand même très gêné de ne plus dépendre de l'espace. Donc il s'agit bien de défendre notre capacité, y compris dans l'espace. Certainement demain, une partie des combats se placeront dans l'espace en maintenant de capacité et en évitant de les voir détruites par d'autres. Un petit point sur ce qu'on entend par capacité, justement. Capacité, lorsque je parlais de capacité, ça recoupe plusieurs domaines, ça recoupe des équipements, c'est ce à quoi on pense en premier lieu. Un char, un hélicoptère, un avion, un porte-avions, c'est un équipement. Mais on pense un peu moins au soutien. Mais l'engin, le système ne fonctionnera que s'il a un système de soutien qui permet d'avoir des pièces de rechange, de réparer. Et ce système de soutien a aussi pour effet de créer l'activité. Et nos équipages, qu'ils soient de l'armée de l'air, la marine, de l'armée de terre, ont besoin d'être entraînés pour pouvoir aller au combat. Il y a des normes d'entraînement qui font que si elles ne sont pas atteintes, l'équipage ne sera pas en mesure de remplir l'intégralité de sa mission. Il y a bien sûr des hommes et des femmes qu'il faut recruter, qu'il faut former, qu'il faut amener à un certain niveau de compétences. Il y a bien sûr aussi une doctrine. Quand on combat, on utilise certaines règles, certains types de modes d'emploi. Et les capacités, c'est tout ça. Je me concentrerai essentiellement, bien sûr, sur les équipements et un peu sur le soutien. Dernier point de notion générale pour nos amis qui ne sont pas spécialistes de la défense, et je m'en excuse auprès des spécialistes, mais c'est important de le préciser, c'est une spécificité militaire. Il faut bien comprendre que s'il y a de plus en plus de dualité entre les domaines civils et militaires, les domaines militaires restent spécifiques dans certains points que vous comprenez bien, le blindage, la protection, la puissance de feu, des mobilités puissantes de matériel à chenilles notamment, ou autres, le fait que les matériels doivent aller fonctionner par plus 60 degrés ou par moins 30 degrés, en étant sans garage, en étant stocké à l'extérieur. Le fait aussi que il faut résister aux coups de l'ennemi, aux agressions de l'ennemi, qui sont à la fois matérielles, mais de plus en plus immatérielles. Les brouillages qui maintenant, qui ont de tout temps d'ailleurs, sont une menace pour nos communications et l'intégrité de nos systèmes. Ce sont aussi des petites séries. Lorsqu'on parle de matériel militaire, contrairement aux grandes commandes qu'on voit dans le civil, qui sont souvent des véhicules qui ont évolué par rapport à d'autres. Un véhicule qui change de gamme, on prend un nouveau véhicule par rapport à un ancien. En général, le moteur, c'est le même. Il a été simplement valorisé. Nous avons des matériels qui vont durer de l'ordre de 50 ans. Aujourd'hui, un matériel blindé, le véhicule avant blindé, le véhicule de transport de troupes que nous avons en service depuis 1976, ne sera pas retiré avant 2030. Et faites le compte, il aura largement fait ses 40 ans plus d'existence, sur un concept qui datait d'ailleurs du début des années 70. Donc, une très longue durée de vie de nos matériels, qui forcément crée des soucis particuliers. Lorsqu'un camion est produit, eh bien, il va faire 1 million de kilomètres et puis très vite remplacé. Il aura très vite fait son million de kilomètres. Son moteur a été conçu pour ça. Lorsqu'un blindé va être fait utilisant maintenant un moteur de camion, on n'a plus les moyens de créer des moteurs spécifiques pour nos blindés. On prend des moteurs de série. Vous voyez bien que le moteur va faire beaucoup moins de kilomètres, il n'a pas été conçu pour ça, et que, bien évidemment, très rapidement, le constructeur dira moi, il ne fait plus dans ma gamme. Et donc, on va être confronté à des valorisations de nos véhicules assez fréquentes, compte tenu au fait que le véhicule, bien sûr, aussi, et les engins, quels qu'ils soient, Rafale, porte-avions ou blindés, les systèmes de toutes sortes, sont maintenant numériques. L'analogie a disparu. Et nous faisons face aussi à des industriels qui, naturellement, utilisent ce qu'ils savent faire.
J'ai eu le plus grand mal du monde, mais on a réussi à le faire avec Safran et Nexter pour obtenir des lunettes à vision directe sur le véhicule de combat Jaguar qui va bientôt sortir, parce que la vision directe pour un tireur, c'est quelque chose d'important pour la compréhension d'une situation entre son regard, son cerveau et l'action directe. Les industriels maintenant savent très bien faire des moniteurs avec des millions de pixels, des fibres optiques, ce qui va les placer n'importe où, mais un moniteur, ça donne une vision plutôt 2D et non pas 3D de la situation, des couleurs reproduites, et puis ça ne tombera pas d'un moniteur. En plein combat, ça ne tombera pas, une lunette ne tombera pas en panne. Donc, mais ça n'est pas simple. Et on doit aujourd'hui tenir compte du fait que l'industriel a changé ses process et on s'inscrit dans les process industriels. Voilà. Il y a aussi un dernier point qui est le temps long. Lorsqu'on crée un système de force, comme Scorpion, ou dont on parlait, c'est les nouveaux blindés qui vont remplacer notre système actuel, mais pas que des blindés, aussi un système d'information et de commandement. Ce système avait commencé à être réfléchi en 2005 environ. Il aura sa pleine puissance en 2025. Donc, entre le moment où on engage une réflexion sur un nouveau système et au moment où il est livré aux forces en opération, et je dirais complètement opérationnel, bien sûr, on a livré Scorpion très vite, et dès l'année prochaine, il sera en opération, mais dans les premières capacités. Vous comprenez bien que ces 20 ans qui vont se passer sont un temps quasiment obligatoire, et le système va ensuite durer facilement 40 ans derrière. Faites le compte, on a 60-70 ans potentiellement entre la pensée d'un matériel et son retrait du service. Ça veut dire en même temps, et vous comprenez bien, que la guerre change de forme. Euh, il y a 15 ans, je commandais mon groupement tactique Interam en Côte d'Ivoire pendant l'opération Licorne, dans une opération qui, à part des phases connues de haute intensité, hein, notamment l'attaque qu'on a subie sur Bouaké, qui a fait des morts à l'époque, c'était un conflit d'interposition entre deux factions. Et mon Dieu, nous faisions le job et les pertes étaient extrêmement limitées, pour ne pas dire nulles. Aujourd'hui, nous faisons face à des ennemis desquels il ne faut mieux pas tomber prisonnier. Des modes d'action qui voient en ce moment des drones armés, c'est ce qui se passe dans le Haut-Karabakh, hein, mais ce qui se passe déjà en Syrie-Irak, des drones qui non seulement observent, mais maintenant peuvent détruire ou se précipiter sur les blindés et détruire des drones kamikazes. Ça n'existait pas il y a un certain temps, et ce n'est pas forcément prévu non plus. Donc, la pensée d'un système de force doit être assez puissante pour s'adapter aux changements. Et bien évidemment, l'expression de besoins militaires doit être suffisamment forte pour faire en sorte que, malgré le temps qui passe, malgré les changements, les exigences en termes de protection de mobilité, notamment de puissance de feu, d'observation, soient assez fortes pour que l'engin ne soit pas démodé, même s'il faudra de temps en temps l'adapter. Voilà pour brosser le tableau. Vous comprenez bien que la complexité d'un système de force comme l'armée française, qui emploie tous ces systèmes, comme je l'ai dit, ensemble, marine, terre, air, dans des opérations très différentes les unes des autres. Hein. Les 5 ou 6 dernières opérations n'ont aucun rapport les unes entre elles. Hein. En Afghanistan, nous combattions sur l'équivalent d'un département français. En bande sahélienne, nous combattons sur l'équivalent de 5 fois la France. Donc, on voit logistique, c'est plus la même chose. Les élogations sont extrêmement importantes. Imaginez que nous avons là-bas 4000 hommes sur 5 fois la France. La dilution est énorme. Donc, ce qui n'était pas le cas en Afghanistan. Donc, il faut conserver une certaine humilité pour savoir que la guerre qu'on vient de terminer est une guerre, mais pas forcément la guerre de demain, l'exemple ou le paradigme de la guerre de demain. Là aussi, les armées doivent s'adapter en permanence. On vit dans ce qu'on appelle le brouillard de la guerre. Hein. Pendant la guerre elle-même, déceler ce que fait l'ennemi, mais entre deux guerres, quelle sera la prochaine guerre? Aujourd'hui, la question lancinante pour les états-majors, c'est de dire quelle sera ma prochaine guerre? Ok, je conduis l'action en bande sahélienne, mais où je serai dans quelques années? Face à quel ennemi? Est-ce que ce sera un État failli avec des matériels très complexes où j'aurai à mener un combat dur? Est-ce que ce sera dans une ville? Aujourd'hui, nous avons relativement pu éviter les combats dans les villes qui sont très meurtriers. On a vu l'exemple avec Mossoul, dont vous avez entendu parler notamment, de combats où il faut être 9 contre 1 hein, pour essayer de conquérir la ville. Et ça, on le fera avec les systèmes qu'on aura en service à ce moment-là. Les armées ne sont pas capables, n'ont pas les moyens financiers d'acheter 2 types de matériel différents pour faire 2 guerres différentes. Donc, on fera les guerres avec les mêmes matériels. Donc, il va être relativement polyvalent. Voilà, ces notions me semblaient nécessaires avant de commencer dans le vif du sujet. Bien sûr, on pourra en reparler lors des questions, mais je considérais que c'est important d'en parler pour mieux comprendre un peu l'état des lieux que je fais. Quelle est l'origine
de la situation actuelle et qui fera que la situation 2035, qu'on développera rapidement après, sera celle qu'elle sera. Tout vient de 1990. Chute du mur de Berlin en 89, 90, effondrement de l'Union soviétique, guerre du Golfe. Certains de nos ministres décident de tirer les conséquences et ont demandé les dividendes de la paix. Donc nos armées qui étaient construites pour préparer une guerre de très haute intensité contre l'Union soviétique, qui nécessitait d'avoir beaucoup d'hommes, beaucoup de stocks de matériel, parce que d'obus, de pièces de rechange, ben on leur a dit d'un seul coup, mais écoutez, maintenant, les guerres, nous avons gagné la guerre, souvenez-vous, pour certains d'entre vous, c'est la fin de l'histoire, hein, c'est fini, maintenant on domine. On s'était bien trompé à l'époque, bien évidemment. Tout ça pour montrer qu'il faut rester modeste. Et donc, maintenant, les armées, vous allez rendre un peu ce que vous nous coûtez. Conclusion, les armées ont fondu comme des jeux au soleil. D'ailleurs, on les a professionnalisées en passant parce qu'on a bien compris qu'avec le type de conflit de demain et l'évolution de la société, on est confié à des professionnels. On a diminué les armées. Les stocks n'ont pas été renouvelés. Donc, c'est très important. Donc, on a vécu sur les stocks. Conséquence, la disponibilité des matériels a commencé à se retrouver affectée. Les crises du maintien en condition du matériel doit son origine ici. Nous avions équipé à l'époque, dans les années 90, de matériel plutôt de première génération, comme on dit aujourd'hui. Et comme l'armée française a des choix de tirer ces matériels le plus longtemps possible avant de les remplacer, on est passé de première à troisième génération. Conclusion, lorsqu'on a remplacé la MX-30 par le Leclerc, donc on a remplacé des véhicules de combat d'infanterie par un nouveau véhicule, les coûts de soutien ont explosé. C'est comme si vous passez d'un seul coup d'une 4L à une Scénic, dernier modèle, et d'un seul coup, il y a beaucoup d'électronique, vous ne pouvez plus faire votre vidange vous-même, et vous achetez garagiste, le prix de l'entretien n'est plus le même. C'est exactement la même chose pour les armées, et ces coûts qui ont explosé venaient avec une demande de dividendes de la paix, donc vous voyez bien qu'il y a forcément un effet ciseau assez redoutable. Nous avons vécu ça environ 25 ans. 25 ans, et donc, ce que dit notre chef d'état-major des armées, on a créé des armées, pas une armée de terre, des armées capables de gérer des crises sérieuses, mais plus de faire la guerre, puisque la guerre n'existait plus, à tel point que les ambitions stratégiques ne prenaient l'effet d'une guerre symétrique comme une possibilité, mais qui était repoussée comme peu probable. Il a fallu attendre, souvenez-vous, l'Ukraine, le Donbass, le Haut-Karabakh aujourd'hui. Vous voyez la Turquie aussi, qui, bien que dans l'OTAN, joue des intérêts propres face à d'autres pays de l'OTAN au sein de la Méditerranée, pour comprendre qu'il y a un retour. La Russie, bien évidemment, qui était exsangue en 90, voire même en son temps humiliée, qui est devenue une vraie puissance aujourd'hui. Donc, on a assisté à un retour des États-puissances, comme on le dit, et la prise en compte effective de ce retour de la puissance, a été faite dans l'ambition stratégique voulue par le président Macron, qui a donné les moyens aux armées, de facto, de cette remontée en puissance. Ce qui veut dire qu'entre 90 et 2015-2017, on a tiré relativement un dividende de la paix. Je ne dis pas qu'on n'a pas modernisé l'armée, ce serait faux de le dire et ce serait un scandale. Non, on a modernisé l'armée, bien évidemment, on a vu des systèmes arriver, le système César est arrivé d'artillerie, le système Félin d'infanterie est arrivé, le VBC est arrivé, mais sont arrivés de façon assez sporadique et dans le même temps, d'autres capacités étaient diminuées fortement et les programmes, forcément, parce qu'on a moins de budget, sont étalés dans le temps et certains programmes de remplacement de drones ou de remplacement de missiles ont duré au-delà du raisonnable, ce qui fait que les systèmes actuels s'effondrent et les systèmes nouveaux arrivent à peine et on vit des périodes, ce qu'on appelle de réduction de capacité, voire des fois de rupture de capacité. Le choix a été fait dans le même temps de ne pas abandonner de capacité. Donc, les armées, facialement, n'ont abandonné aucune capacité. Mais certaines capacités sont devenues microscopiques. Nos frappes dans la profondeur, nos capacités de destruction sol-sol à 80 km avec une précision quasiment infradécamétrique, parce que c'est guidé d'un GPS, donc un système tout à fait important pour combattre demain en évitant des dégâts collatéraux, soit sur des troupes amies, soit sur des civils. Nous avons 13 lanceurs aussi pour toute l'armée de terre, 13 lanceurs, donc avec la disponibilité effective de lanceurs, on peut compter sur 8 lanceurs. L'armée de l'air est à l'étiage aussi sur des défenses solaires moyenne portée, où elle a à peine les moyens de faire. Donc on voit que sur certaines capacités, nos armées aujourd'hui
sont généreux en tournure. Et tout ça vient de cette période-là. Alors, cette remontée en puissance prendra du temps, forcément, parce que ça n'est pas en loi de programmation militaire, ce n'est pas en 5 ans qu'on restaurera les capacités. Et on voit bien que ces capacités, pour une grande partie d'entre elles, seront livrées en 2030, donc la décennie 2030. Alors je sais que pour ceux qui sont plutôt généralistes ou néophytes en la matière, je trouve que c'est très long. Pour des gens qui construisent des capacités, comme je l'ai dit, c'est une période assez courte. On aura en 10 ans ce qu'on a déjà lancé et qu'on est sur le point de lancer. Donc voilà le sujet, l'état des lieux aujourd'hui. Dans le même temps, cette armée est quand même une armée qui doit se comparer aux autres, une armée extrêmement expérimentée qui a combattu sans cesse depuis 1990 sur beaucoup de théâtres d'opération, qui s'est bien endurcie, qui s'est adaptée aux différents conflits. On a su tirer les conséquences très rapides de certains conflits en créant des urgences opérationnelles pour donner les moyens aux soldats de faire face à cette menace qui était vraiment terrible, dont on n'avait pas les moyens, dont on a en crash, on a créé des programmes pour ça. On est une armée qui est numérisée. Si on fait le point aujourd'hui du combat, c'était un combat qui n'est pas qu'un échange à la voix avec une carte papier, ce que beaucoup d'armées font encore. Nous avons dans tous nos matériels blindés aujourd'hui des ordinateurs où la cartographie est présente. On peut s'envoyer des calques, des ordres et des comptes rendus. Donc, il y a cette transmission avec bien sûr des moyens militaires tactiques qui n'ont pas le débit de la 4G, c'est évident, mais une armée qui est déjà capable d'entrer dans un combat numérisé, qui est une action très pointue, et nous sommes à toute pointe des armées, je le dis avec assurance, et je vous l'affirme, aussi bien je peux vous dire qu'on a des soucis dans certains domaines, je peux vous dire que là, on est très bon. Donc, voilà l'état des lieux aujourd'hui, à peu près en 2020. Alors, bien évidemment, la modernisation de l'armée de terre a commencé. Les missions des 3 armées ont commencé. Pour information, l'armée de terre, en termes de finances, pèse environ 22% du budget des armées, des 3 armées, en investissement de matériel et en soutien de l'ordre de 20%, en comptant de soutien de ses hélicoptères, de soutien des troupes au sol. Donc, vous voyez, le poids de l'armée de terre en termes de coût d'une armée, sachant qu'elle est finit toujours au sol et que, évidemment, et malheureusement, sont au sol, c'est une armée qui coûte relativement peu cher dans l'ensemble. Et donc, il faut maintenir ce rapport pour pouvoir moderniser l'armée de terre. Il ne faut pas descendre en dessous de ces 22. Et j'ai rien qu'avoir 25% des budgets d'investissement serait de nature pour nous à nous permettre de garantir la modernisation de l'armée de terre dans les décennies à venir. C'est aussi un sujet, bien évidemment, c'est que cette loi de programmation militaire qui définit les budgets jusqu'à 2025, qui a été votée par le Parlement, tient ses engagements. Les 3 premières années de la loi de programmation militaire ont été toutes tenues, ce qui est une première. Souvent, on commençait à baisser l'effort parfois auparavant. Là, le gouvernement tient la parole et on a des objectifs importants dans la période de 23-25 avec des engagements importants qu'il convient de sanctuariser pour qu'on puisse se rééquiper. Parce qu'aujourd'hui, l'armée de terre, grosso modo, 80% de ces matériels ont quand même 30 ans de conception et d'âge. On voit bien qu'elle est en phase de modernisation. Et les éléments modernisés dont j'ai parlé, qui sont arrivés dans les années 2010, ont maintenant 10 ans de vie et 15 ans de conception. Ils commencent déjà à devoir avoir besoin d'upgrades, d'amélioration pour pouvoir faire face. Donc, une armée qui va se rééquiper, qui a commencé légèrement, qui sera à moitié rééquipée en termes de combats blindés et d'hélicoptères à l'échéance 2025. Et c'est bien 2030 qui sera un point de rendez-vous qui nous permettra de considérer une armée en grande partie rééquipée, en grande partie seulement, parce qu'on a abordé le sujet 2035. Sachant que cette armée, comme je l'ai dit, quand je fais le bilan de cette période de 10 ans à venir, aura progressé encore dans le combat numérisé, qui deviendra un combat connecté. C'est-à-dire que, je l'ai dit, le combat numérisé qu'on a aujourd'hui, c'est on se transmet des ordres et des comptes rendus de façon numérique de système d'armes à système d'armes et à poste de commandement. Là, avec le combat connecté, on va pouvoir prendre en compte les capteurs du char, une détection d'alerte laser, une détection de départ missile, une détection de départ de coups, et qui seront automatiquement intégrés à la situation tactique, repérés, localisés et transmis automatiquement, qui permettra d'avoir une perception de situation bien meilleure. Le combat terrestre, c'est certainement le plus difficile des 3 combats d'armée, il faut que je le rappelle.
Non pas que c'est là aussi que ce soit de la forfanterie, mais c'est un combat qui se situe au milieu des populations. Hein, on combat au milieu des populations, dans des zones d'intervisité très faibles. Comme on est tous des terriens, vous comprenez facilement. Dans une ville, on ne va pas très loin. Et même dans les campagnes, souvent, avec les bois, on ne va pas très loin. On peut se faire prendre à partie par un ennemi, des fois à quelques dizaines de mètres. Et donc, on comprenez bien que le coup devient vite mortel. C'est quelque chose qu'on a moins dans le combat aérien, qui est d'un milieu isotrope, hein, qui permet avec les radars de percevoir assez loin les arrivées de menaces, et dans le combat maritime aussi, on a un peu de champ. On n'a pas ce champ dans le combat terrestre. Donc, on est vraiment dans un combat extrêmement difficile où on peut se faire tirer dessus d'un caniveau, d'un étage, d'une corne de bois, parce que l'ennemi, autant on sait où sont les ennemis, on ne sait pas où est l'ennemi. On estime où est l'ennemi, mais on ne sait pas où est l'ennemi. Donc, ce combat terrestre, il faut permettre à nos soldats, hein, qui risquent leur vie en opération constamment, de comprendre au mieux la situation en percevant tout ce qui se passe autour d'eux de façon automatisée pour avoir devant leur écran une situation qui ne leur dit pas où est l'ennemi, parce qu'on ne saura jamais, mais que de là vient un tir ennemi et de pouvoir riposter assez vite et réagir très vite. Voilà. Le succès est toujours dans la vitesse. Voilà ce que je veux dire sur ce sujet-là. Ça va jusqu'à présent, je suis marié, on me reçoit bien? On m'entend? Parfaitement, absolument parfait. Merci, parce que Merci. heureusement que j'ai mis mon micro au début, sinon j'aurais dû tout recommencer. Le phénomène drone arrive bien évidemment, vous le savez tous, les drones, il y en a partout dans le civil. Les armées n'ont pas réussi bien, je ne tiens pas de langue de bois, hein, le virage drone. C'est par les opérations extérieures qu'on commence à équiper nos forces en drone. Là aussi, ce virage a été pas très négocié, certainement par la lourdeur relative de nos conduites de programme qu'il faut alléger, qu'a voulu alléger d'ailleurs la ministre et ses équipes, mais aussi du fait que les budgets sont déjà distribués. Et aujourd'hui, tout l'argent qui est prévu est distribué. Ça veut dire que si on a un besoin nouveau, il faut enlever autre chose. Et c'est là que les armées ont été favorisées. On sait bien l'état de la nation et de notre ministère. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir plus qu'on a. Et donc, il faut faire avec ce qu'on a. Et donc, forcément, choisir, c'est renoncer. Hein, et donc, on voit aujourd'hui enfin arriver pour nos forces l'utilisation des drones. Ils sont aujourd'hui déployés en opération, des micro-drones, des mini-drones, des gros drones tactiques, des très gros drones. On commence à armer nos drones. L'ennemi, là-dessus, peut avoir un temps d'avance. L'ennemi utilise la technologie. Nos forces utilisent des radios tactiques militaires qui ont des faibles débits, qui sont très résistantes à des faibles débits. Lui utilise des smartphones. Donc, et comme on n'a pas toujours les moyens de le brouiller, il s'en tire assez bien. Heureusement, on sait parfois le repérer et il se décèle lui-même avec ça. Mais parfois, on peut avoir ce qu'on appelle une asymétrie inversée, c'est-à-dire être moins efficace que l'ennemi sur certains domaines où il a puisé dans les technologies, surtout que cet ennemi utilisera en dépit de toutes les lois de la guerre. Donc, il n'aura pas de vergogne à employer des matériels de façon détournée. Voilà, c'est pas un problème pour lui. Donc, voilà, donc, ce qui se passera dans les décennies à venir, c'est quand même encore des manques pour nous. On aura comblé nos manques, on s'entraînera un peu mieux, c'est évident, mais ce qui nous manquera encore sont des stocks, parce qu'on ne peut pas à la fois conduire un entraînement de plus grande qualité, s'équiper en matériel et constituer des stocks. C'est tout le problème. Donc, les stocks, j'estime que l'armée de terre sera en état de faire face, les armées, parce que les trois armées sont dans le même état que nous, de faire ces conflits durs dans la durée, à partir de 2025, 2030, en faisant un effort à ce moment-là sur les règlements des stocks. Dans le premier temps, on va faire effort sur les nouveaux matériels et l'équipement de force, avec bien sûr des stocks suffisants, mais pas pour une très haute intensité. Et maintenant, abordons le sujet, le cœur du sujet, c'est 2035. Je l'ai dit, nous sommes passés du combat numérisé au combat connecté que nous sommes en train de mettre en place, qui sera parfaitement opérationnel dans la décennie à venir. Quel sera le combat 2035? C'est évident, le combat de post-2030 sera la question de la maîtrise de la donnée. Vous savez que c'est un problème aujourd'hui. On accumule des données qu'on ne sait pas forcément trier. Hein. Or, la situation, je l'ai dit, le militaire doit au combat percevoir au mieux la situation. Quels sont les signaux faibles que je ne perçois pas, qui montrent que l'ennemi est là,
mais dans la somme des données que je reçois, c'est noyé et j'ai bien l'information, mais elle est noyée par d'autres informations. Et c'est là que c'est ce défi de l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est en gestation seulement, il ne faut pas dire plus que ça n'est, aujourd'hui elle marque un peu le pas. Une intelligence artificielle, je dirais, véritablement fiable, à laquelle on peut faire confiance, qui garde quand même l'homme dans la boucle, parce que pour délivrer des feux, il vaut mieux que ce soit l'homme qui décide qu'une machine, sera, à mon sens, accessible à la période 2035. Donc, la période 2035 sera l'âge d'emploi de l'intelligence artificielle, de cloud. Aujourd'hui, on n'a pas de cloud. Hein. Les armées n'ont pas de cloud. Vous avez des clouds dans vos entreprises. J'en ai bientôt un dans mon entreprise. Mais la défense et les armées n'ont pas de cloud de gestion de ces données. Donc, il faut absolument aller vers ces gestions de données pour pouvoir gérer des systèmes qui sont à très haut débit maintenant. Nous utilisons la 5G de façon opportuniste. C'est évident que face à tous les moyens ennemis, on pourra changer de façon assez agile de fréquence pour chercher le plus haut débit possible. Bien évidemment, quels sont les matériels à renouveler à cette période 2035 ? On fait effort aujourd'hui sur ce qu'on appelle Scorpion, les matériels du milieu médian, des matériels qui vont sur tous les théâtres, qu'on utilise usuellement, qui font plutôt dans la gamme des 20 tonnes, qui sont plutôt à roues, correctement protégés, mais pas lourds. Il s'agira en 2035 de remplacer nos chars Leclerc, qui ont été modernisés dans la période Scorpion, mais qui auront vraiment besoin d'être remplacés en 2035. Il faudra renouveler notre artillerie, une artillerie renouvelée qui sera capable de tir très lointain. Aujourd'hui, une artillerie peut tirer au canon jusqu'à 40 km, elle peut tirer en roquette jusqu'à 80 km. Nous aurons besoin d'une artillerie qui tire à 80 km au canon et qui tire à 300 km. 300 km en précision quasiment métrique à cette échéance-là. On parle aujourd'hui beaucoup de déni d'accès. L'ennemi potentiel disposera de capacités qui interdira quasiment parfois le survol d'avions de certaines zones sans risque fort d'être détruit. Donc des zones de non-accès. L'accès se fera donc par les tirs à distance. Il s'agira de pouvoir de frapper l'ennemi à distance. Sachez que cette artillerie longue distance qui a précision quasiment métrique, 300 km, si on l'avait, on l'utiliserait aujourd'hui en bande saharienne parce qu'on combat, comme je l'ai dit, sur des zones de milliers de kilomètres et ça peut être très réactif sans déplacer nos pièces. Donc on aura besoin d'une artillerie entièrement renouvelée, d'un système de supériorité terrestre, l'équivalent du système Leclerc, mais en beaucoup plus moderne, et qui aura à vivre 50 ans, donc 2035 à 2085, avec une protection nouvelle, avec des armements nouveaux, avec une mobilité nouvelle, des énergies certainement nouvelles aussi. Il s'agit de remplacer l'hélicoptère Tigre. Vous avez certainement entendu parler, pour ceux d'entre eux qui ne sont pas du domaine capacitaire, du hélicoptère de combat Tigre français, qui est en opération. Le Tigre sera remplacé en 2040. Il aura atteint son niveau. Là, nous avons sa rénovation MIVI qui va être notifiée cette année. En 2040, il aura atteint sa fin de vie. Il s'agira de le remplacer. Et donc, un nouvel hélicoptère. Des nouveaux drones, bien évidemment. Une nouvelle artillerie de défense solaire. J'ai parlé de la menace des drones. Les drones, demain, l'attaque des drones sera en essaim. C'est-à-dire qu'on aura une saturation d'attaques de drones. Aujourd'hui, on ne sait pas faire face à cette saturation d'attaques de drones. On saura éventuellement un drone un après l'autre. Donc, on aura besoin de disposer de ces moyens. Donc, vous voyez bien que ces moyens qu'on pense, eh bien, on a choisi de ne pas les penser séparément les uns des autres. On les pense en même temps. Et on a créé, comme le programme Scorpion qui a été pensé en même temps, un nouveau programme qui commence à être pensé aujourd'hui, sur lequel on commence à investir des recherches, et qui s'appelle Titan, et qui en 2035 devrait délivrer ses premiers équipements. Ce programme de matériel qui vont coûter très cher, forcément, puisqu'ils seront au top de la technologie, qui seront en petite série, nécessiteront impérativement d'être menés en coopération européenne. Donc aujourd'hui, on va engager avec l'Allemagne une coopération sur le développement du successeur du char Leclerc et du char Léopard allemand. Donc c'est un programme qui s'appelle Main Ground Combat System, c'est le combat terrestre principal, MGCS, et un deuxième programme qui a été aussi lancé sur les fonds baptismaux par nos ministres de la Défense français et étrangers, le Common Indirect Fire Support, c'est-à-dire le système, le système de feu indirect commun, qui permettra à la France et à l'Allemagne, bien évidemment en associant les pays européens, de développer enfin des systèmes d'armes qui ne sont pas, je dirais, nationaux avec des très petites séries. Nous avons aujourd'hui 200 chars Leclerc, les Allemands 300 Léopards, donc
on serait incapable demain de faire un remplacement du Leclerc avec une série de 200. Nous sommes condamnés, et c'est certainement la chance de l'Europe, à disposer de matériel commun. Pourquoi? Dans un contexte, il faut le comprendre, qu'en 2035-2050, qu'en sera-t-il de l'OTAN? Qu'en sera-t-il des États-Unis avec l'Europe? Aura-t-elle peut-être un regard tourné vers la Chine, vers l'Asie ou vers l'Amérique centrale? Il est possible que ce bouclier qui repose beaucoup aux Américains ne soit plus à demain par décision unitaire des Américains. Il s'agit que l'Europe se mette en ordre de bataille pour être en mesure, toute seule, de faire face, non seulement s'allier politiquement pour faire face à une menace commune, mais aussi disposer du spectre entier des capacités, qui aujourd'hui est incomplet en Europe et repose beaucoup sur les capacités américaines. Et c'est bien le défi 2035-2050 de créer une défense nouvelle. Scorpion, vous comprendrez, aura déjà en 2035 20 ans de conception. On a notifié le contrat en 2015 sur des technologies de l'époque, donc comprenez qu'il sera à mi-vie. Donc on a rénové ce programme sans le changer. Hein. On intégrera de nouvelles technologies issues d'ailleurs des recherches sur le programme Titan. Et cette force européenne, qui sera beaucoup plus interopérable entre elles, sera le vrai défi de la défense de l'Europe, qui est aujourd'hui effectivement un vœu pieux. Hein, bien évidemment que la défense de l'Europe n'existe pas évidemment aujourd'hui. C'est bien l'OTAN qui est le système. C'est peut-être l'opportunité. Quels seront les combats de 2035? Il faut être très modeste là-dessus. Je vous l'ai dit, on ne sait pas encore quel sera le théâtre d'opération de demain. Je pense très clairement, quand on fait des études démographiques, qu'en 2035-2050, en 2050, 2 tiers de la population mondiale sera dans des très grandes mégalopoles, hein, des villes agrégées, assez désordonnées, très connectées, en bord de littoral, et le combat se mènera là. L'ennemi nous amènera sur son terrain, et comme ça s'était fait, les Irakiens l'ont fait face aux Américains en Irak, on ne tient pas dans le désert, en race campagne, une armée qui est en asymétrie, par une armée puissante, ne tient pas 2 secondes. Donc ils vont se réfugier dans les villes où l'intervisibilité très faible va créer une forme d'égalisation du combat. Je le rappelle, pour prendre une grande ville comme Mossoul, si on mettait, il faudrait quasiment une bonne partie de l'armée de terre française, rien que pour prendre Mossoul. Face à 1000 combattants déterminés, vous avez besoin de 9000 hommes en permanence sur le terrain, plus les appuis aériens. Vous voyez et les relèves en opération fait qu'on consommerait très vite 2 fois au moins un Barkhane sur une simple ville, sachant que le combat ne se mènera pas que dans cette ville. Donc un conflit de demain nécessitera des coalitions interalliées, donc des nations qui s'entendent, des combats très durs, très complexes, très meurtriers, il ne faut pas se le cacher. Nous avons une période où nous avons eu des pertes, et les pertes sont toujours difficiles, mais nous avons su limiter ces pertes, si terribles soient-elles. Les combats qui s'annoncent demain face à des États faillis potentiellement seront des combats certainement plus meurtriers parce qu'ils se dérouleront notamment dans les localités. Et là, je donne référence les combats de Berlin, de Stalingrad ou plus récemment de Bagdad, mais ce n'était pas trop meurtrier, mais de Mossoul qui était assez meurtrier, pour vous montrer que ce domaine sera, l'environnement sera un environnement très complexe. Voilà. Donc, vous comprenez bien que je vais brosser un tableau qui va depuis, je dirais, l'état actuel, en prenant en compte l'historique de 1990, expliquer un peu pourquoi ces armées sont en déséquilibre un peu permanent. La défense solaire officiellement renouvelée aujourd'hui, c'est en 2035. Vous comprenez bien que ce ne sera pas possible de mener les combats dans les prochaines années sans défense solaire. Ça veut dire qu'il va falloir l'intégrer rapidement en réaction. Comment on a su faire face à la menace des mines, des pièges en Afghanistan? Il a fallu mener des combats spécifiques, développer des programmes. Et les véhicules Scorpion aujourd'hui que nous livrons ont complètement intégré ces retours d'expérience et ont changé même la configuration des véhicules qui sont très différents de ceux qu'on aurait commandés sinon. Et bien, même la défense solaire va falloir intégrer ça. Ça n'est pas simple, je l'ai dit, parce que les budgets sont distribués. Il faudra choisir, faire des choix, et les choix sont nombreux à faire. C'est toute la responsabilité du président de la République, de la ministre, de faire en sorte de tenir les engagements, tenir ce contrat conventionnel qui a été lancé, mais évidemment en faisant évoluer nos armées, en intégrant des capacités comme l'action dans l'espace qui sont indispensables et qu'il faut rentrer, je dirais, dans nos financements à tout prix. Voilà.
la coopération européenne, la distribution de budget, l'alliance sur les contrats bien menée est de nature à diminuer ses coûts en évitant le piège de coopération européenne qui ne repose parfois que sur la distribution de charges par État. Et nous avons des exemples de programmes menés en coopération qui ont pris des retards phénoménaux parce qu'une aile est construite, vous comprenez que je parle d'un avion, une aile est construite en Angleterre, la même aile est construite en Espagne, la cabine est construite en Turquie, et on amène tout ça à Toulouse par des grands générateurs parce qu'on a décidé de donner un peu de charge à chaque station, ce qui se comprend parfaitement. Il faudra trouver des modes de coopération européenne qui permettent d'économiser et non pas de multiplier les coûts, et de raccourcir les délais de réalisation et ne pas les allonger. Là, c'est un défi aussi d'entente. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas où j'en suis par rapport à est-ce que c'est assez ou est-ce que je peux commencer à répondre à certaines questions peut-être, Marie? Oui, Charles, en fait, je propose que chacun puisse poser une question dans le chat afin Toutes les que… questions sont bienvenues. Voilà. Hein. Je répète, il n'y a Alors, pas de questions bêtes, il y a que des réponses qui ne sont pas à la hauteur. Donc, une- n'hésitez pas, envoyez-moi dans les cordes. Hein, je saurai répondre à toutes les questions qui sont posées. alors, j'ai une Avec première plaisir de m'aider. question. Une première question. Pourquoi ne pas avoir utilisé la base du VBCI pour faire la gamme médium et remplacer le VAP par un véhicule déjà combat proven? Parce que la gamme du VBCI, c'est 4 essieux. Et un essieu de plus, ça pèse lourd. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des… Et ça, c'est une spécificité française, et c'est assez facile à comprendre. On ne combattra que là où on peut amener des véhicules blindés. Alors, ça peut être évident, mais si vous devez combattre dans des pays où vous avez des ponts en bois, une infrastructure très faible, un véhicule de 30 tonnes ne passera pas là où passe un véhicule de 10 tonnes, et un véhicule de 20 tonnes. Un véhicule de 20 tonnes ne passera pas là où passe un véhicule de 10 tonnes. Et si le véhicule ne passe pas, le combat a du mal à se mener parce que les véhicules amènent la logistique, la protection et l'appui-feu. Donc, contrairement aux autres armées qui sont beaucoup alourdies, hein, nos camarades allemands, américains, anglais ont développé des systèmes qui sont en général 10 à 15 tonnes plus lourds que les nôtres. Nous voulons conserver, et c'est une forme d'audace, hein, parce qu'on peut aller assez facilement vers la surprotection, des véhicules qui passent partout. Un VBCI aujourd'hui, c'est 30 à 32 tonnes. Donc, il y a des endroits où il ne passera pas, que ce soit en largeur, que ce soit en masse. Et donc, il nous fallait des véhicules plutôt 4x4 ou plutôt 6x6. Et d'autant plus secondairement, c'est que le VBCI est de son temps. Hein, c'est un programme qui a été lancé dans les années 2000. Marc Berville, qui est un ami qui est dans l'auditoire, qui sait tout sur le VBCI, lui qui était directeur du programme, et qu'aujourd'hui, on ne va pas lancer un programme qui a duré 30-40 ans sur une base qui est déjà en partie déjà à ses propres obsolescences. Donc, il s'agit bien de mettre un matériel qui y tienne. Et je répète, Frédéric le disait, un soldat doit passer là où passe une chèvre. Et moi, je dis, un blindé doit se faire passer là où passe un soldat. Et donc, passe une chèvre. Vous comprenez? Ça veut dire que bon, la chèvre n'est pas très lourde, il faut passer partout. Et donc, on doit avoir des véhicules blindés qui peuvent aller sur tous les types de conflits. J'ai Alors, répondu à la question. une deuxième question. Les programmes en coopération posent la question de la spécialisation dans un contexte où chacun maintient un large spectre de capacités. Ton analyse. Je n'ai pas très bien compris la question. Est-ce qu'on peut Alors, la… les programmes en coopération posent la Oui. question de la spécialisation dans un contexte où chacun maintient un large spectre de capacités. Ben, je ne sais pas en quoi c'est antinomique. Ce qui est Oui. certain, c'est qu'un programme en coopération aujourd'hui doit faire face à des versions nationales nombreuses. Hein. Donc, en fait, la difficulté souvent est de s'entendre sur un besoin militaire commun qui évite de multiplier les sous-versions. Hein. Je prends un avion comme la 400M, où demain, un système, le besoin, il est connu de tout le monde, c'est-à-dire que c'est quand même du transport logistique à longue distance ou du transport de parachutistes, du largage de matériel. Maintenant, chaque nation a tendance à vouloir des sous-systèmes, soit qui sont propres à la nation, qui fait qu'elle va développer un sous-système qui est propre à sa nation, et ça multiplie les versions du système qui va devenir plus lourd à soutenir, une gestion de configuration qui est très difficile à tenir. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, non, on a les moyens sans problème de faire des programmes en commun. Le seul problème que j'y vois aujourd'hui,
Alors, on n'y arrivera pas sur certains systèmes, je vais développer lesquels. Sur certains, on y arrivera, mais il faut bien comprendre que chacun doit limiter sa spécificité, hein. Et il y gagnera beaucoup. Disons que on sait bien, ceux qui écoutent et qui ont fait le système d'armes, on sait très bien que 20% des exigences font grimper de façon exponentielle les coûts du programme. Si on s'en tient à 80% d'exigences, des performances, ça va. Et les 20% restants commencent à faire grimper les coûts. Donc, il faut que les militaires en premier soient raisonnables et s'assurent que le système s'intègre au système de force, mais de ne pas demander non plus trop. Et c'est un sujet. Certains systèmes, on n'y arrivera pas, à mon sens. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, il y a une spécificité française. Les Français ont, par exemple, la cavalerie française, comme je suis cavalier, c'est assez facile à développer, a développé la notion de reconnaissance blindée légère, que peu de pays ont. Le successeur du véhicule blindé léger qui est en service partout dans l'armée de terre, qui est un petit blindé de 4x4 d'environ 5 tonnes, qui est des années 80, qu'on autorise actuellement, mais qui ne tiendra pas longtemps la route et qu'il faudra remplacer par un nouveau système. Si on s'adresse aux Alliés, ils vont nous présenter des véhicules tout de suite beaucoup plus gros, peut-être même 6.6, etc., pas très furtifs, et ça ne correspond pas à notre mode d'action. Donc, certains systèmes, on sera obligé de faire appel à des nations qui ont la même doctrine que nous. C'est le cas des Belges, c'est pour ça qu'ils s'engagent sur le même système que nous, les mêmes besoins. Sinon, certains systèmes seront condamnés à ne pas pouvoir se rencontrer entre eux parce que les besoins sont trop différents. Mais je crois qu'on a vraiment, de toute façon, c'est l'avenir, hein. Les pièges de la coopération, je l'ai déjà dit, c'est les surspécifications de chaque pays, c'est les distributions industrielles qui ne sont pas d'ailleurs rationnelles en industrie. Et comme les développements des sous-versions mettent beaucoup de temps, ben, les programmes mettent beaucoup de temps à être développés. Là aussi, il faut une agence qui ait tous les pouvoirs en main pour décider vite, hein. Sinon, c'est un peu comme certaines sociétés, ben, quand on a trop de monde, ça ne décide plus, et le temps qu'on décide, il passe beaucoup de temps. On arrive à trouver un consensus. Voilà, je ne sais pas bien répondre à la question, je n'ai pas très bien compris, je suis désolé la question, c'est de ma faute. Oui, oui. Bon, alors, le sujet est passionnant. J'ai plus de 16 questions à te soumettre. Mais je réponds vite Euh, alors. alors, comment opposer nos moyens high-tech coûteux face à des menaces low-cost déficientes par saturation, par exemple, le drone kamikaze face à Scorpion? Ah, c'est une excellente question. On a ce débat un peu partout. Pourquoi ne fait-on pas des matériels rustiques? Parce que le matériel rustique, on peut en avoir plus, ça coûte moins cher en soutien, sauf que le matériel rustique, il n'est pas performant. Ce n'est pas possible. La performance du matériel aujourd'hui, c'est l'utilisation du numérique, c'est l'utilisation de toutes les techniques modernes qui permettent d'avoir une performance au combat de supériorité. Comprenez bien qu'il faut qu'on livre à nos soldats des matériels qui permettent d'avoir la supériorité sur le terrain. S'ils leur donnent un matériel inférieur aux autres d'emblée, ça, ils en auront. Il ne coûtera pas cher, mais il ne sera pas efficace. Donc, il faut parier sur la… C'est une conviction intime que j'ai, et je sais que je m'oppose à certains. Il faut parier sur le high-tech. En revanche, et là, je m'adresse aux industriels, mais ils le savent eux-mêmes, il faut que ce matériel soit robuste. Ne confondons pas rusticité, hein. La rusticité n'est pas la robustesse. C'est deux notions différentes, hein. Le langage français est riche. La rusticité, c'est la simplicité, hein. La robustesse permettra de résister à des conditions d'environnement très fortes, alors que le système est lui-même complexe, parce qu'il aurait de redondance. Aujourd'hui, entre un Mirage 3 des années de Michel Tanguy, pour les vieux comme moi, donc des années 60, 70, et un Rafale, le Rafale est beaucoup plus sûr que le Mirage. Et pourtant, le Mirage était rustique par rapport au Rafale. Donc aujourd'hui, il faut parier, parce que l'ennemi lui-même n'est pas que rustique, et quand l'ennemi envoie des drones armés, il a atteint un niveau de technologie intéressant. Demain, l'ennemi serait des essaims de drones. Et enfin, ma réponse ultime, c'est la suivante. À combien exprime-t-on le coût de la vie humaine? Si on est capable d'accepter des pertes importantes, parce qu'on accepte des matériels plus rustiques, moins performants, ok. Nos démocraties, aujourd'hui, ont un rapport sociétal à la mort qui est plutôt de dire limitons au maximum les pertes, même si le 0 n'existe pas. Donc aujourd'hui, pour supplanter l'ennemi qui va utiliser lui-même la technologie détournée, il faut utiliser la technologie. Maintenant, évidemment, ça a un coût. Il faut qu'on ait les budgets pour avoir à la fois les systèmes qui soient performants et les coûts de soutien. Voilà. Et donc, mais je me refuse à opposer high-tech et puis on voit cette école-là de dire non, non, mais on fait, bon, ok,
Alors moi, je suis un spécialiste des programmes. Dites-moi ce qu'on ne fait plus. Donnez-moi les exigences qu'on va abaisser, que vous accepterez d'abaisser, parce que je ne pourrais pas les tenir. Hein, si je les tiens, celle-là, ça va coûter cher. Et je rappelle ce que j'ai dit. L'industriel aujourd'hui, l'outil industriel, c'est un outil numérique. Il a les outils d'aujourd'hui. Hein, on n'a plus les chaudronniers de l'époque. Sans compter qu'au niveau de la sécurité, on ne peut plus reconstruire un véhicule comme avant. Hein. On ne construira pas une 4L aujourd'hui, on n'a pas le droit de la construire. Elle aura des systèmes redondants de freinage, etc. Donc on ne sait pas reconstruire à l'identique les systèmes. Parce que les normes elles-mêmes ont changé. Hein. Donc c'est comme ça. Donc on a aujourd'hui, et d'ailleurs c'est la force de l'Occident, qui est quand même, on a des armées qui sont relativement faibles en nombre. Il faut parier sur l'effet qu'on fait sur le terrain. Voilà. La supériorité passera par la guerre technologique, et j'en suis persuadé. Alors, est-ce que le drone mâle peut être considéré comme un échec ou bien considéré comme un futur succès en remplacement des Reaper, Guardian et autres drones américains, chinois ou turcs? Alors, bon, je sors de mon domaine parce que ce que je peux en dire pour répondre à la question, c'est que, je l'ai dit, les Américains ont su prendre le virage des drones bien avant nous. Nous, on a pris le virage des drones au moment de l'Afghanistan. Clairement, c'était déjà tard. D'autres pays européens sont équipés de matériel américain. Donc, les Américains sont à des générations de drones mâles ils ont plusieurs générations d'avance sur nous. Donc, le Reaper aujourd'hui est parfaitement efficace en opération. Notre armée de l'air et nos armées obtiennent des succès énormes et une grande part du succès en opération est du Reaper, qu'on a depuis armée d'ailleurs. Alors après, faire un drone européen, bien évidemment, d'absolu, il n'y aurait pas le besoin. Le Reaper est là. Et je dirais que ses coûts d'amortissement, ses grandes séries faites, son évolution, le service software est important. Maintenant, si on veut aller vers une forme d'indépendance européenne, c'était à pouvoir ne pas être dépendant parce qu'on veut qu'il y ait une Europe qui puisse faire par elle-même. On va développer ce système. Il est évident que partant plus tard que les Américains, il est difficile d'avoir le même niveau de performance entre Américains, entre Français et Allemands, que les Américains savent faire eux-mêmes tout seuls d'emblée. C'est aussi le problème des problèmes en coopération où les visions françaises et allemandes ne sont pas forcément toujours les mêmes. Je rappelle que les Français, maintenant, du fait de notre ministre, avec raison, il a décidé en 2017 d'armer les drones, ce qui était un tabou avant. Les Allemands ont des drones non armés. Donc, vous voyez, on est entre armés, non armés. C'est un sujet, c'est un défi. Et c'est un programme qui n'est pas tiré d'affaire, à mon sens, qui doit démontrer qu'il peut effectivement. Il sera hors de question d'un programme qui coûte beaucoup plus cher que vraiment performant. Il faut qu'il soit au moins aussi performant et pas plus cher. Et la ministre a répété assez souvent dans la presse ouverte, il faut être vigilant sur les coûts de ce programme et les performances. Hein. Ira-t-on vers un programme moins performant et plus cher? À mon avis, non, il ne faut pas y aller. Dans ce cas, il faut garder Reaper et tirer les conséquences. Et l'Europe a sa carte à jouer, elle doit démontrer qu'elle est crédible. Donc la balle est dans le camp aujourd'hui, je dirais, de l'équipe industrielle qui mène le drone mâle européen. Mais l'américain est très fort. Quelle sera la place des forces spéciales dans la structure des armées? Les forces spéciales sont présentes dans nos combats en permanence. Elles resteront. C'est un outil de puissance extrêmement fort parce que ce sont des forces peu nombreuses, à très forte valeur ajoutée. Et en plus, elles utilisent des matériels qui ont souvent un peu de temps d'avance sur les armées. Et quelque part, les armées reçoivent 5 ans après les forces spéciales, qui sont un laboratoire remarquable d'expérimentation, les systèmes qu'ont les forces spéciales. Donc, si vous voulez, il serait aberrant de voir des armées se passer de forces spéciales, qui sont en fait des forces surentraînées par rapport aux autres forces. Et je l'ai dit, nous avons aujourd'hui un problème d'entraînement de nos forces, donc on est bien content d'avoir ces forces surentraînées, qui savent mener des actions extrêmement complexes, qui demandent un savoir-faire très fort qu'on ne saurait pas donner à toute l'infanterie française, par exemple. On ne saurait pas dire à l'infanterie française dans son ensemble d'être à la hauteur des forces spéciales. On peut leur donner des matériels beaucoup plus performants, plus chers, mais en petite série, parce que, je l'ai dit, ça permet de tester ces matériels, leur donner les moyens, parce qu'ils sont beaucoup plus en avant que nous. Donc, c'est vraiment un ensemble. Alors, ce qui s'est passé depuis l'Afghanistan, c'est qu'auparavant, les forces spéciales frappaient, se retiraient. Aujourd'hui, les forces spéciales sont en permanence sur des théâtres. Hein. On sait qu'elles sont en BSS, elles sont aussi en Irak, Syrie. Et donc, elles durent sur place.
Néanmoins, elles restent en petit nombre. Elles n'ont aucune vocation à supplanter, à prendre la place des forces terrestres en opération. Elles n'ont pas les mêmes matériels que les forces terrestres, elles n'ont pas de matériel lourd. C'est un choix du chef d'état-major des armées et du président d'engager en force spéciale sur des actions extrêmement sensibles, ponctuelles, qui permettent de frapper vite, fort. Et donc, je dis que pour nous, c'est une chance, les forces spéciales. Toutes les armées en ont d'ailleurs aujourd'hui. Et l'erreur serait d'opposer les forces spéciales et les forces conventionnelles. Ce serait une erreur. Ça arrive parfois qu'il y ait des jalousies qui se créent, mal placées. Nos camarades des forces spéciales mènent des missions remarquables, sont très exposés et font le job. Donc, on leur doit leur donner tous les moyens qu'ils ont. Et ils nous coûtent assez peu cher au regard des missions qu'ils mènent. Pourquoi utiliser l'artillerie pour des distances de 80 km alors qu'on pourrait partager le fardeau avec l'aviation? Eh bien, parce que lorsque vous avez une situation ennemie qui vous demande de détruire nos sites d'opportunité en 5 minutes, ben, l'avion il décollera de sa base d'ailleurs de Djamena, il mettra 25 minutes pour arriver. Il y aura peut-être le brouillard ou le temps qui empêchera de frapper. Il faut qu'il identifie sa cible avant de tirer. Il est obligatoirement obligé. Donc, quand on tire à 80 km, on a bien sûr un observateur au sol, qui peut être de l'armée de l'air ou de l'armée de terre d'ailleurs, qui va donner les coordonnées de la cible et qui va je dirais, l'identifier. On étudie bien évidemment de faire ça demain à partir de drones qui pourront eux-mêmes être là, mais tout tir est observé. C'est surtout la capacité de riposte immédiate sans délai. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'opposition. Je répète, il y a une complémentarité. Et si le système qu'on doit détruire est entouré de batteries solaires très performantes, vous comprenez que l'avion n'ira pas. Et on n'engagera pas un avion sur un système très protégé, un PC ennemi, à valeur ajoutée très importante, mais qui aura des batteries solaires qui sont en nature à dissuader l'avion de frapper. Et dans ce cas-là, eh ben, on fera une frappe qui sera balistique et qui arrivera forcément au but. Donc, je répète, compléter des systèmes, on n'a pas toujours le vecteur sur place au bon moment. Et pourtant, il faut agir à l'instant T. Quelles sont les conditions pour la constitution d'une BITD européenne, une base industrielle et technologique de défense européenne? Les conditions pour une BITD européenne, je dirais que déjà, il faut. Alors, on a la chance d'avoir des grands groupes, Thales, MBDA, Airbus, qui ont des filiales dans certains pays. Donc, je crois que ces grands groupes sont capables déjà d'offrir, et ils peuvent le faire encore plus, parce qu'il y a toujours des choix nationaux qui font que les filiales ne peuvent pas forcément toujours se communiquer entre elles si le programme n'est pas… Mais en tout cas, Thales, Yuka, Thales France, Thales Allemagne, pour donner l'exemple de Thales, c'est pareil pour les autres, font des programmes en coopération des programmes nationaux. Donc, dès lors que les gouvernements le veulent, et je crois que aujourd'hui, c'est bien les gouvernements qui doivent accepter, je dirais, ce que je dirais est terrible. Il faut que les gouvernements prennent un peu de retrait, évitent de dire « mais moi, je donne du travail à mes ouvriers, etc. » Il faut laisser faire un peu, en fait, je dirais, l'économie et les regroupements de sociétés. L'idéal, c'est ça, d'arriver à faire quelque chose des trucs. Mais comme les États veulent garder un précaré, ils sont interventionnistes. Et ça se comprend, ça se comprend. Mais c'est un frein à l'habitude européenne. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des freins entre sociétés. Donc, il faut que les États, non pas fassent pas une armée européenne, mais s'entendent sur des grands programmes ou acceptent de dire, bon, ce voilà, j'ai pas tant à rajouter, j'achèterai sur étagère et économisera le coût de développement, etc. De même qu'il faut que l'habitude regarde là où elle n'est pas présente. Je rappelle qu'il y a des programmes, les radars volants, par exemple, on a des AWACS américains, on a des Hawkeye qui sont des radars volants embarqués qui sont américains. L'Europe ne sait pas faire. Il faudrait que l'Europe sache faire demain ça. Par contre, l'Europe sait faire plein de blindés. Donc, quand vous voulez faire un blindé à roues, là, vous avez 5, 6, 7, 10 sociétés européennes qui peuvent le faire. Donc, elle est mal répartie, cette BITD européenne. Il faudrait qu'elle soit plus large spectre, moins présente sur des systèmes simples, plus présente sur des systèmes complexes, et que les États puissent s'entendre pour avoir une charte qui permette de laisser cette transversalité se faire au niveau des réalisateurs. Voilà. Autre chose, il faut que les agents de procurement, nous c'est la DGA, on achète les systèmes d'armes industriels par la DGA. Et la DGA est une institution qui est quand même extrêmement
remarquablement efficace, qui a été voulu par le président de Gaulle pour créer la dissuasion nucléaire. Maintenant, il fait toutes les urgences. Si nos programmes arrivent à l'heure, si le programme Scorpion arrive à l'heure, alors que d'autres programmes de beaucoup de nations, y compris américaines, ont été abandonnés, c'est bien parce qu'on a un agent de procurement, une BDD qui sait répondre. Donc, il faut toujours se comparer avant de critiquer. On se critique facilement. Le programme Scorpion est arrivé à l'heure par rapport à ce qui était dit. Des programmes comme américains, comme Future Combat System, ont été abandonnés il y a quelques années. Hein. Le programme d'artillerie américaine Creuset a été abandonné il y a quelques années. Aujourd'hui, il n'y a pas de grand programme américain de remplacement du Abrams, du Bradley ou de l'artillerie. Donc, on voit bien qu'on a les moyens. Maintenant, chaque nation a ses procédés, a ses processus, a ses instructions ministérielles. Il faudrait que ce soit unifié. Et quand on décide que la DGA française dise « ce matériel, je vais tester, ça va », que les autres disent « oui, ça va ». De même que notre pays qui a testé un matériel, vous êtes obligé de le retester pour dire que c'est bon. Donc, on a tout à faire au niveau normatif et au niveau gouvernement. Je pense que les industries sont prêtes à s'entendre et à créer elles-mêmes les conditions du marché. Mais il faut aussi faire en sorte, de façon un peu dirigiste, que le spectre entier des capacités puisse être occupé. Désolé, j'étais un peu long, mais c'est un sujet important. Et je suis moins compétent que beaucoup de personnes de la DGA ou de l'industrie qui sont présents, les auditeurs. Je m'en excuse auprès d'eux. Nous avons raté le virage du drone volant armé. Allons-nous faire la même chose avec l'autonomie des drones de combat terrestre? Alors, on ne l'a pas raté. Il a été tardif. Et je suis le premier à le regretter. Comme je suis dans le domaine depuis très longtemps, c'était effectivement une ligne rouge. Une ligne rouge très forte des précédents gouvernements de ne pas armer les drones. Ça venait du gouvernement. Alors qu'il n'y avait pas de raison de ne pas les armer, parce qu'un drone n'est pas un système autonome. C'est toujours un homme qui est derrière un écran et qui va décider de tirer. Donc le drone n'est pas autonome. C'est pas parce qu'il n'y a personne dans le drone que le drone tire en aveugle. Il est toujours constamment piloté par quelqu'un. C'est une aberration. Donc la ministère a décidé de franchir le pas dès qu'elle est arrivée. Elle a décidé l'armement du Reaper, qui est maintenant armé en opération depuis un bout de temps, et ça tue les délais. Maintenant, il faut, à mon sens, étudier, et me suis personnellement extrêmement favorable, l'armement de petits drones, jusqu'aux petits drones. Comprenez qu'aujourd'hui, quand vous tirez une grenade, prenez une grenade à main, tout le monde sait comprendre ce que c'est une grenade, vous l'envoyez, d'abord, c'est la longueur du jet, la force du bras, c'est pas toujours très précis, il ne suffit plus que ça tombe derrière un rocher pour qu'elle n'ait pas d'efficacité. Si vous lancez cette même grenade en disant ben, je l'ai lancé, mais c'est un drone que vous lancez et que vous pilotez sa trajectoire, elle sera plus efficace et l'effet est le même. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de sale, vous comprenez, c'est quelque chose qui correspond à ce que vous faire, c'est-à-dire tuer l'ennemi, en n'utilisant pas des mots neutralisés, il faut tuer l'ennemi avant qu'il ne nous tue. C'est comme ça que sont les guerres. Et donc, ben, on va tuer de façon précise. Et là, il n'y a rien d'anti-éthique, si vous voulez, par rapport à une grenade aveugle qui peut frapper, y compris des amis, si elle est mal lancée. Donc, je crois maintenant qu'il faut tenir compte de ça. L'ennemi utilise, ou asymétrique, utilise beaucoup de drones. Il faut qu'on aille vers ces drones. Il faut qu'on aille vers les essaims de drones aussi, bien évidemment. Et il faut qu'on aille vers la défense, surtout anti-drone, qui pour l'instant est balbutiante. Voilà. Donc oui, il faut prendre le virage des drones. Le virage des robots terrestres, on peut en parler. Les robots terrestres sont beaucoup en retard par rapport aux drones. Aucune nation n'a vraiment développé des grandes séries de robots parce que vous comprenez comme moi qu'un drone évolue dans un milieu homogène. Il a un peu ce qu'on appelle la vue de Dieu. Donc on comprend tout de suite que la jumelle est portée. Son effet est immédiat pour voir au-delà de la vue directe. Le robot, il ne va pas plus haut que nous. Et puis il bute vite sur les fossés. Une liaison de données de commandement qui, dès qu'un obstacle est moins efficace, il ne voit pas très bien autour de lui. On ne sent pas bien le terrain pour épouser le terrain. Il va manœuvrer mal, il sera très vite vu par l'ennemi, donc il fera détruire parce qu'il faut savoir épouser le terrain. Le robot terrestre doit démontrer aujourd'hui sa capacité, je parle des gros robots, à entrer en service. Ce sera pour moi certainement quelque chose de l'époque 2030-2035. On mettra en service des robots avant. J'ai voulu qu'on teste des robots en opération et on les envoie bientôt en opération quand j'étais sous-chef. Mais aujourd'hui, les robots sont assez balbutiants. Voilà, pour parler des robots. Alors, on parle de milieu urbain. Oui à la polyvalence des véhicules, mais vous avez évoqué les fortes contraintes du milieu urbain. Celui-ci impose clairement des contraintes spécifiques. Ne faut-il pas alors accepter d'avoir certains matériels spécifiques pour ce milieu? Oui, bien sûr. Mais on va pas équiper le combattant en félin. On ne va pas créer un félin des villes, un félin
un combattant félin, quand je dis félin, pour ceux qui ne sont pas au fait, c'est l'équipement intégré du combattant qui est connecté, où on a pensé ensemble la protection, l'armement, l'observation, la communication. Hein, tout ça est pensé ensemble plutôt que de faire des briques rapportées. Ce combattant, c'est des programmes d'armement qui sont importants, qui coûtent cher. On pourra faire des optionnels, mais on ne peut pas créer une armée avec 2 parcs. Ce n'est pas possible. En revanche, bien évidemment, on saura développer des optionnels pour le combat en zone urbaine qui présente le fait que nos communications GPS peuvent être brouillées, enfin, ou même inopérantes parce qu'il y a des masques. Hein, donc, vous savez comment on passe dans un tunnel quand on est à l'intérieur d'une pièce, ou comment on passe dans un tunnel, le Waze, il ne fonctionne plus. Donc, ben, on aura le même problème, c'est physique. Donc, le positionnement qui est assez facile en zone ouverte deviendra très compliqué. Je ne sais plus positionner mon ami, j'ai plus ce qu'on appelle le Blue Force Tracking, la trace de mon ami. Est-ce qu'en face de moi, c'est un ami ou un ennemi? Comment je vais le reconnaître? Comment se reconnaître? Éviter tir fratricide. Je me fais détruire par quelqu'un à 100 mètres, des fois. Donc, ma protection doit être extrêmement performante, mais en même temps, elle doit être légère. Parce que vous comprenez bien que si l'homme est trop lourd, il ne pourra pas se déplacer. Donc, on voit bien que les défis sont importants. On n'a pas toujours les moyens. Et je rappelle que, c'est important de le répéter, la technique ne donnera jamais tout. Et c'est bien la manière. Hein, vous avez une armée qui est très bien équipée. Si elle manœuvre mal, elle perdra le combat. Donc, c'est bien l'intelligence du combat en zone urbaine. C'est pour ça qu'on se dote de centres d'entraînement en zone urbaine qui sont en train d'être mis en œuvre, là, qui vont être livrés bientôt, très performants en termes de simulation, pour habituer nos soldats à faire face. Mais il est évident que la proximité de l'ennemi gomme un peu l'avantage technologique, gomme beaucoup l'avantage technologique. Par exemple, les véhicules blindés ne sont plus que des appuis un peu loin, donc il faudra combattre débarquer au contact de l'ennemi. Au contact des populations, hein, ne quittent pas les villes. Donc, cette population peut être neutre, peut être aussi des fois en lien avec l'ennemi, nous renseigner l'ennemi sur notre position. Donc, on est à côté d'eux. On va attendre, bien évidemment, on va prêter attention à eux, on va les épargner, c'est une évidence. Mais peut-être qu'eux vont donner notre position à l'ennemi. Et voilà. Donc, c'est un combat qui est le plus dur qui soit. Le plus dur qui soit. Et bien malin est celui qui a la réponse. Mais il faut chercher. C'est pour ça que je pense que pour les recherches études amont, c'est un creuset important de pouvoir développer des techniques qui permettent de déceler là où on ne sait pas déceler aujourd'hui. Un peu à travers les murs, quoi. Alors, je propose que nos auditeurs arrêtent d'envoyer des questions. Il en reste encore 27 à traiter. Je ne sais pas si on arrivera jusqu'au bout. Moi, je suis disponible. La suivante. Quel sera le mode de guidage GPS, laser, des munitions guidées du futur? Quid des armes laser pour la lutte anti-drone, anti-balistique et anti-satellite? Bon, alors il y a plusieurs questions en une. Aujourd'hui, on a bien compris qu'il faut une résilience face aux attaques possibles. Le brouillage GPS est une réalité. Hein. Des systèmes de brouillage, on le trouve dans le commerce des fois, hein, qui sont assez efficaces et qui ne coûtent pas cher et qui vous brouillent une zone assez importante. Conclusion, il ne faut pas être dépendant que du GPS. Donc, à côté du GPS, on a Galileo, la constellation européenne qui se met en place actuellement. Et donc, on a un programme qui va hybrider, si vous voulez, le GPS américain. On ne va pas l'abandonner du tout. Hein. On va l'hybrider avec le programme européen, ce qui fait que l'un avec l'autre peuvent être ensemble plus résilients. Néanmoins, ils sont brouillables. Ça veut dire qu'il faut redévelopper ce qui est en cours d'être fait, mais qui doit être intensifié, la notion de centrale inertielle. Hein, qui permet d'avoir repérage dans le géographique, qui est complètement indépendante ensuite indépendante de nos satellites, et qui fait qu'on aura une navigation très correcte avec ces centrales inertielles. Donc, je pense que l'avenir est à l'hybridation entre le système Galileo et GPS et la centrale inertielle. Ça, c'est pour répondre au positionnement qui est indispensable. Indispensable. Il nous faut des missions de précision. Donc, vous savez, ces missions seront souvent, alors, les guidages des munitions. Les missions d'artillerie seront la plupart du temps à guidage GPS, voire à guidage laser. Hein. Donc ça, on peut le faire. Par exemple, nos missiles de Tigre aujourd'hui, d'un missile a décidé que c'était un missile MBDA, sera à double charge, à la fois optronique, à la fois laser. C'est-à-dire que l'équipage pourra décider d'utiliser soit un guidage laser,
Si on sent que l'ennemi a des détecteurs laser, il ne faut pas utiliser le laser parce que le laser, c'est actif et nous repère. Et en tout cas, c'est de dire, j'utilise donc la visio. Et à ce moment-là, l'hélicoptère, l'équipage verra ce que verra son missile en rapprochant de l'ennemi. Voilà les modes de guidage. Pour la lutte anti-drone, la solution sera une combinaison d'effets, c'est une évidence. Il y aura besoin de brouillage micro-ondes, mais ce n'est pas suffisant. Certains drones sont complètement résilients à ça. Il y aura besoin de grenaillage, de munitions de saturation, de mitrailleuses à tir rapide qui vont saturer le ciel de plomb et qui détruiront le drone qui, par essence, lui, n'est pas blindé du tout. Et il y aura besoin certainement aussi du laser. Pour l'instant, le laser, c'est prometteur. Cela étant, il faut être bien pointé dessus. Et il faut être actif, pas une seconde, hein. Il faut qu'il prenne le temps de percer le drone. Donc, il a un effet à faire. Donc, il faut comprendre qu'une drone qui est une cible très furtive, qui bouge elle-même et qu'il faut choper, qu'il faut arriver à avoir une conduite de tir qui permette automatiquement de la poursuivre, d'amener la visée et de la tenir un certain temps pour le détruire. Sauf qu'en plus, comme ça a été dit par quelqu'un, l'ennemi maintenant, ce n'est pas le drone seul, c'est l'essaim de drone. Donc, il se peut, et un ami des études le développe, qu'on aura peut-être demain des drones anti-drones. C'est-à-dire qu'on lâchera, ça peut être d'Angleterre, hein, les Spitfire face au Messerschmitt, face aux drones qui arriveront, eh bien, il faudra lâcher des drones qui vont repérer les drones et se jeter sur les autres drones. Aujourd'hui, bien malin est celui qui aura, il n'y a pas de panacée. Donc, c'est une combinaison d'effets. On revient à ce que j'ai au début, c'est bien connu des effets. Et donc, tout ça, il faut arriver à l'intégrer sur des véhicules, parce que les drones attaquent des sections isolées sur le terrain. Ils n'attaquent pas des infrastructures. Hein. La section d'infanterie qui a ses 4 blindés, qui a 20 hommes qui se déploient sur le terrain, qui va être repéré par un drone, et bien voilà, suite à une attaque, il faut qu'eux-mêmes aient les moyens de riposter à ce drone. Donc il y a toute une action à mener. Je pense qu'il y a une combinaison de laser, de micro-ondes, d'effets cinétiques connus. Voilà. Après, ça dépend du type de drone. Et bien sûr, de drones eux-mêmes. On pense à tout, à des filets anti-drones, on pense à plein de choses. Toutes les nations sont le même problème. Et aujourd'hui, personne n'a la solution idoine, hein, américain compris. Donc tout le monde s'observe. Ce qui est certain, c'est qu'on a des drones. Donc pour l'instant, les drones, ce qu'il faut comprendre pour frapper les esprits, c'est que pour la première fois depuis la fin de la guerre froide et depuis 1945, on a perdu la supériorité aérienne. On a perdu la supériorité aérienne. On n'a plus de supériorité aérienne basse-couche, c'est-à-dire qu'il y a encore 4-5 ans, on pouvait se déployer sans problème, personne ne nous voyait. On déployait nos forces hors des vues, masquées par une colline, par un bois, etc. Et ça allait. Maintenant, on se déploie de jour ou de nuit. Eh bien, on est certain qu'un drone va nous observer. Ici, on est. Ici, notre position. On peut recevoir un tir mortier ou d'artillerie sur la figure sans savoir d'où ça vient. Donc, l'effet de surprise n'est plus le même. Les drones sont un défi énorme pour nous, pour réviser l'effet de surprise, nos approches. Et c'est un niveleur énorme de technologie entre un ennemi asymétrique qui a peu de moyens et nous. Et on n'a pas la solution idoine. Ça sera des solutions incrémentales. Alors, j'ai 2 questions concernant la simulation. La Oui. technologie, l'entraînement, mais qu'en est-il de la future simulation? Et l'autre question, j'essaie de la retrouver. En quoi la simulation peut contribuer à la préparation au combat haute intensité de 2035? Bon, alors la simulation est utilisée depuis un certain temps déjà. Il n'y a pas une simulation, il y a des simulations. En fait, c'est un ensemble d'effets de simulation qui vont entraîner le poste de commandement de très haut niveau, un poste de commandement de division. Pour s'entraîner, on ne peut pas mettre les forces sur le terrain. Il faudrait toute l'armée française aujourd'hui pour mettre des forces sur le terrain. Et on n'a pas toujours le carburant nécessaire pour ces trucs-là, etc. En conclusion, on va simuler et on va animer les postes de commandement par des forces ennemies intelligentes, hein, qui agissent sur des doctrines préétablies. Et donc, il y aura une simulation pour entraîner le général face à des forces adverses. Donc, il va mener ses forces. Il y aura des confrontations entre forces et forces ennemies, tout ça sur ordinateur. Hein. C'est un jeu de guerre, si vous voulez. Un Kriegspiel moderne. Ça va aller jusqu'à au simulateur qui permet à l'engagé, au lieutenant, au sergent, de s'entraîner sur ordinateur à certains cas concrets où on présente une vidéo 3D et un cadre d'ordre. Voilà, tu es un sentinelle et devant toi, il se passe ça. Est-ce que tu as le droit de tirer, pas tirer? Il va répéter ça jusqu'au simulateur de véhicules blindés très sophistiqués. Sur la simulation de combat aussi, j'ai dit qu'on était en train de mettre en service une ville de combat. On va devoir tirer les uns sur les autres, mais en simulation.
Donc, il y aura des effets de tir simulés pour tirer à travers un mur, parce que lorsque vous tirez à travers un mur, vous pouvez très bien tirer avec un obus à travers un mur. Il faut que le mur ait les capteurs pour dire, OK, vu celui qui me tire dessus reçoit l'impact, c'est bien cet obus, je suis donc percé, et l'homme qui est derrière va être déclaré détruit. Vous voyez bien qu'il y a une sophistication, et que la simulation aujourd'hui accompagne, je dirais, le jeune soldat qui s'entraîne, qui débute, le général qui s'entraîne, et est évident, va accompagner les forces en opération. C'est évident que pour expliquer aux personnes qui ne sont pas familières de l'armée, on part 4 mois en opération, 4 à 6 mois en opération sur un terrain qu'on ne connaît pas. Déjà, fournir au colonel, commandant le groupement qui va partir, la zone entièrement numérisée de là où il va évoluer, de la réviser, hein, parce qu'il a le terrain, il voit le terrain, simulation extrêmement précisément. Les points caractéristiques, les zones de montagne, les zones de ville, les marécages, les fleuves. Et quand il arrive sur le terrain, grâce à la simulation, il connaît déjà le terrain. Et en plus, il a amené cette simulation avec lui pour pouvoir peut-être demain, je l'espère, grâce à l'intelligence artificielle, faire un peu son mode d'action. Voilà, je compte utiliser mes forces comme ça, tenant compte de la population, tenant compte de l'ennemi. Je fais évoluer l'ennemi comme je pense qu'il va évoluer et je confronte les deux. Hein, je peux faire ça. Une confrontation des modes d'action que je prévois et de ceux que j'imagine l'ennemi pour faire en sorte de dire ah, ça ne s'est pas bien passé, quel paramètre n'était pas bon, que je règle un peu mon action. Donc la simulation demain va non seulement accompagner le soldat dans sa préparation opérationnelle, ce qui est déjà le cas depuis 20 ans, hein, 30 ans même. Dans la cavalerie, c'est depuis très longtemps. J'étais lieutenant en 86, en 85, je me forme à Saumur sur simulateur déjà très précis. Accompagner demain les troupes sur le terrain. Ne serait-ce que pour s'entraîner. Lorsque vous êtes déployé dans un pays, prenons le cas de la guerre d'Irak, nos forces ont été déployées 4 mois en 90 avant de pouvoir engager le combat. 4 mois, sans chantier pour s'entraîner. Parce que dans un pays où on est en zone d'attente. Et là, on perd ses savoir-faire. Donc la simulation amenée avec soi permettra de s'entraîner. Cette simulation sera d'ailleurs demain dans les véhicules blindés. Le véhicule Jaguar de cavalerie qui va arriver d'ici fin d'année prochaine intégrera précisément des moyens de simulation qui vont s'entraîner en simulation dans son véhicule, au sein même du véhicule. Pourquoi? Parce que comme on le subodore, et ça a déjà été dit, le matériel coûte cher. Aujourd'hui, l'heure de fonctionnement d'un véhicule ou d'un aéronef, c'est exorbitant. Donc, soit je vais découvrir, utiliser des milliers d'euros à l'heure de fonctionnement, alors que je pourrais l'avoir fait en simulation avant, ben autant le faire en simulation. Et les simulations permettent de répéter. Le matériel, si vous l'utilisez trop souvent, il va s'user, alors qu'on peut ne pas l'utiliser. Donc, il faut rentrer dans son matériel avec déjà intégré en simulation tout ça. Les jeunes d'aujourd'hui le savent, hein, qui utilisent beaucoup la simulation pour des jeux de guerre, etc. Et ben là, avant de partir sur le terrain, vous répétez, vous pouvez même répéter ça sur le même terrain numérisé. Quand vous allez sur le terrain, vous avez l'impression de connaître ce qui se fait. Donc, pédagogiquement, c'est parfait. Et en plus, économiquement, c'est énorme. Donc, la simulation a un boulevard dans elle. Elle sera de plus en plus réaliste, hein, comme on sait le faire aujourd'hui, et utilisera tous les champs, y compris en opération, sera utilisé. Merci. Là, on a une question sur l'énergie. Les véhicules du futur qui sont étudiés post-Scorpion fonctionneront-ils encore à l'énergie fossile? Alors, moi, ce à quoi je crois, encore faut-il qu'on puisse le faire, c'est aux véhicules hybrides. Hein. Je rappelle que personne, quasiment aucune armée, n'a un véhicule hybride en service. Et moi, ça, c'est accessible. Pour peu qu'il soit bien designé, il ne faut pas faire des hybrides parce qu'on veut une armée verte qui ne pollue pas, etc. Et pour ça, à cause de ça, on abandonne des capacités qui nous mettront en difficulté sur le terrain. Si je prends un véhicule hybride en termes d'avantages militaires, quels sont-ils? De façon évidente, une approche silencieuse des derniers kilomètres face à l'ennemi. C'est-à-dire que quand on est près de l'ennemi, ben on passe en moteur électrique, on est silencieux et on est moins repéré. Une capacité, des fois, à utiliser simultanément le moteur thermique et le moteur électrique. Et là, on peut faire un effet post-combustion, pour ce que l'aviation, un effet boost, qui face à un ennemi qui va on est à découvert, on peut cumuler les deux pour s'extirper rapidement du problème. Si le moteur thermique est touché, et si l'engin designé, on peut s'extraire du terrain avec un véhicule en utilisant la mobilité, je dirais, électrique. Nos engins blindés aujourd'hui n'ont plus d'hydraulique, du système hydraulique pour leur tourelle. Je rappelle qu'une tourelle de Charles Leclerc, c'est 19 tonnes rien que la tourelle. Aujourd'hui, elle est mobile en électrique. Mais on a des brouilleurs, on a des postes radio qui crachent,
on a plein de systèmes, des caméras partout. Tout ça, c'est très consommateur je dirais en énergie. Et le véhicule qui a un moteur arrêté ne pourra pas tenir 2 minutes sans mettre à place ses batteries. Donc, la capacité à régénérer constamment, à donner des capacités au véhicule de veille longue distance, parce que le militaire, il est souvent en veille, en attente, et il coupe le moteur pour économiser son gasoil, ben, il va travailler sur un gros poussière de puissance qui permettra d'alimenter ses principales fonctions. Mais il y a un défi à relever. Aujourd'hui, nos véhicules hybrides civils, on voit bien qu'ils trouvent leurs limites, hein, parce qu'ils mettent un moteur électrique à un moteur thermique, donc le moteur thermique est plus petit. Donc, et puis finalement, le véhicule n'est pas si autonome que ça. Et donc, quand il est en moteur thermique, et ben, comme le véhicule est lourd, et les batteries c'est très lourd, et ben, il consomme beaucoup plus. Et finalement, le bilan aujourd'hui est assez mitigé des véhicules hybrides. Donc, je dis, il faut aller vers l'hybride, mais avec des volontés d'exigence militaire, de supériorité par rapport au gasoil. Sinon, on n'y va pas. Hein, sinon, on n'y va pas. Le tout électrique, ça sera bon pour des petits systèmes, bien évidemment. Se pose la question du rechargement de l'énergie. Hein, l'hydrogène peut être aussi une solution pour nous pour créer de l'énergie en opération. Pour l'instant, on sait recharger, mais on a des batteries très différentes. Il y a un vrai problème d'énergie. Et aujourd'hui, je le dis très clairement et sans embâge, on n'a pas pris le problème énergie par le bon bout de la lorgnette, on n'a pas pensé énergie. On pense système, chaque système amène son énergie. C'est que le soldat se retrouve des fois avec 6 ou 7 batteries différentes. 6 ou 7 batteries différentes, parce que des programmes différents, chacune avec son chargeur. C'est un casse-tête. Et vous et moi, aujourd'hui, on regarde notre smartphone et on se dit ah, j'ai plus que ça, il faut que je trouve une prise. Le soldat, aujourd'hui, doit trouver des prises partout. Alors, sur un tas d'opérations, en plein désert, trouver une prise, ce n'est pas évident. Conclusion, il y a besoin de chargeurs. Et donc, on a besoin de rationner les énergies. Donc, il faut. Nos armées consomment beaucoup d'énergie. Ça crée une empreinte logistique très forte en opération. Il faut rationaliser ça. Il y a beaucoup à faire. La ministre a engagé une réflexion sur le sujet. Il est temps de le faire parce qu'aujourd'hui, l'énergie n'est pas pensée centrale, n'est pensée que comme add-on. Voilà. Alors, on a une question. Nous avons vu que l'évolution des zones de combat et des matériels conduit à des synergies dans les capacités. Ne serait-il pas temps de redéfinir notre organisation à l'horizon 2035 sur le modèle des Marines en fusionnant les armées de façon à mutualiser les moyens terrestres, navals ou aériens? Il y a une confusion qui est faite dans cette affaire-là. Une armée ne peut aller en opération que si elle est entraînée. Donc, il faut bien des spécialistes pour entraîner. Lorsque le cavalier, le fantassin, l'artilleur et l'homme du génie vont se regrouper ensemble quelques mois avant d'être proches en opération, ils vont travailler ensemble. Mais avant, ils ne travaillent bien ensemble que s'ils connaissent leurs fondamentaux. Si le cavalier s'est bien manœuvré, c'est bien tiré avec son char. Si le fantassin sait bien utiliser ses moyens en combat débarqué, en réduction de résistance, si l'artilleur sait bien utiliser ses plans de feu, si le gars du génie sait bien faire ses plans d'obstacles ou ses minages. Et ça, c'est son métier propre. Donc, il y a des limites à regrouper tout parce que vous ne gagnerez rien, en fait. Donc, il faut bien des chefs d'état-major qui, d'ailleurs, aujourd'hui, ne commandent pas leur armée en opération. C'est le chef d'état-major des armées. Le chef d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de la marine n'ont qu'une mission, c'est de préparer leurs armées aux opérations à leur niveau, dans leur domaine, et de fournir ces forces aux chefs d'état-major des armées qui, seuls, a le droit de les employer. Donc, les armées sont déjà unifiées. En opération, il n'y a qu'un chef, c'est le chef d'état-major des armées. Et le chef d'état-major de l'armée considérée n'a aucun ordre à donner aux opérations aux hommes. Il est là pour préparer l'outil avec un système de ressources d'hommes, de ressources pour acquérir les équipements. Il exprime son besoin, il le fait valider par le chef d'état-major des armées, donc c'est bien le chef d'état-major qui valide tous les besoins. Depuis 2005, le système est extrêmement centralisé auprès de l'EMA, donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin parce qu'il n'y a pas de plus-value à fusionner. Hein. C'est plutôt une confusion des genres. Avant qu'on veuille voir un marin entraîner un terrien ou un aviateur entraîner un marin, un terrien entraîner un aviateur, ce qui rimera à rien. Alors, il nous reste encore beaucoup de questions, peut-être encore une ou deux, et puis un peu plus, je ne sais pas. Quel Oh oui, temps? moi je suis disponible. Une ou deux questions? Tu n'auras plus qu'un ou deux personnes en face, et on va peut-être qu'on arrêtera à ce moment-là. Alors, vous avez parlé d'intelligence artificielle. La vraie IA est celle qui remplace la programmation parce qu'il n'existe pas de modèle de fonctionnement nécessaire à la programmation.
Résultat, l'IA fait toujours des erreurs. Le droit de la guerre interdit pourtant d'utiliser des systèmes tueurs dont on n'est pas sûr. Alors quoi faire si on n'est pas terroriste? Et même un terroriste, il ne saura pas faire un système autonome. Je suis de ceux qui pensent que le système autonome est une hérésie en termes d'appellation. Alors, ça vient du civil. Vous savez que les civils, pour le commerce, aiment bien dire qu'un véhicule autonome, etc. Tout sauf autonome, le véhicule. Autonome, en grec, les racines veut dire régi par ses propres règles. Voulez-vous qu'on mette en service un système qui n'obéit qu'à lui-même? Est-ce qu'on va recruter un soldat indiscipliné? Certainement pas. Donc, le système ne sera jamais autonome. Ça n'existe pas. On n'a même pas les moyens de le faire. On n'a même pas les moyens de le faire. Donc, le système ne sait pas reconnaître un ami et un ennemi de façon sûre. Donc, le système peut être fortement automatisé. On peut déléguer au système des tâches, et ça, j'y crois beaucoup, parce que l'équipage, il a deux actions à mener, qu'il soit dans un avion, qu'il soit dans une frégate ou un porte-avions, un sous-marin, qu'il soit dans un blindé. Il doit à la fois gérer son système, mais ça se passe dehors. C'est l'ennemi, et il faut percer pour la guerre. L'ennemi, il n'est pas repéré sur le système, il est derrière le buisson, il est derrière le… Donc, et cet homme est partagé entre sa charge de travail, qui soit une surcharge de travail, et être disponible pour comprendre la situation, comprendre ce qui se passe pour mieux réagir. Ça veut dire qu'il va falloir automatiser un système. Mais je ne crois pas, personnellement, à ce qu'on appelle les systèmes d'armes létaux autonomes. Ça n'existe pas. Parce que la technique ne sait pas faire, tout simplement. Et celui qui le ferait, le premier danger, ce serait lui-même. C'est-à-dire qu'il serait lui-même tué par son système. Donc, le problème, c'est les appellations c'est comme l'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est pas intelligent aujourd'hui. Les réseaux de neurones, c'est pas des neurones. Donc, on confond les choses et on arrive à voir qu'il peut y avoir des terminators en face de nous. La science-fiction fait ça. Aujourd'hui, on est très loin de tout ça. Prenez un robot terrestre aujourd'hui. Pour le diriger, on sait faire seulement 3 actions. Soit on programme des points sur un terrain et il suit ces points, il fait du waypoint. Hein. Soit on le télépilote tout de suite, on a un écran, donc là, oui, évidemment, c'est comme une voiture téléguidée. Soit c'est un système suiveur, c'est-à-dire on avance, on s'arrête, il s'arrête. C'est tout. On est très loin du robot qui va choisir son terrain. Ça, c'est du pipeau, hein, pour parler trivialement. Donc, je crois que vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire dire l'intelligence artificielle fait beaucoup d'erreurs. C'est pour ça que je pense aujourd'hui, elle est un carrefour, cette intelligence, on a beaucoup parlé sur elle, elle marque le pas. Elle sera utile en assistance à l'homme. Je pense qu'un sujet à étude de près, c'est l'influence que peut avoir l'intelligence artificielle sur le chef. Le chef au combat doit garder son libre arbitre. Si l'intelligence lui propose de faire ça, il ne faut pas qu'il soit influencé par cette intelligence. Il faut qu'il la prenne comme une possibilité. Et ça, c'est un sujet à regarder de près. Mais c'est pour ça que personnellement, je n'ai pas d'intelligence artificielle digne de ce nom avant la période 2035, 2030, 2035. On aura peut-être des automatismes très poussés et des propositions. Mais attention, le combat revêtant un caractère de la contingence, l'intelligence artificielle repose beaucoup sur les statistiques. Et les statistiques, vous avez tellement de cas particuliers et je dirais que les cas sont tellement différents les uns des autres, je dirais les systèmes eux-mêmes étant peu nombreux, je pense qu'aujourd'hui, il y a des écarts très importants qui interdisent tout emploi aveugle d'intelligence artificielle. Et je rappelle qu'en tout cas par les françaises, le chef au combat est juridiquement responsable devant les tribunaux civils, hein, il n'y a plus de tribunaux militaires depuis longtemps, de l'action qu'il mène. Donc si jamais il mène un tir fratricide ou un tir collatéral sur des civils parce qu'il a oublié l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle n'a pas de responsabilité juridique, n'existe pas juridiquement. Donc c'est bien le chef qui a fait confiance aveuglément à cette intelligence qui sera devant les tribunaux. C'est aussi un bon facteur de faire attention à ce qu'on fait. D'abord, pour réussir la mission et la maîtriser soi-même. Sinon, on est en aveugle, on fait la mission à une machine, alors là, on ne sait pas ce qu'il en sort. Soit on l'amène et on utilise ce qu'on peut utiliser l'intelligence. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de science-fiction à côté qui polluent le débat. Donc, moi, je n'ai pas peur de l'intelligence artificielle. On ne l'emploiera pas. D'ailleurs, on a une DGA qui sera là pour nous dire si elle est qualifiable, si on est dans des taux d'erreur extrêmement faibles. Et si on n'est pas des taux d'erreur extrêmement faibles, on ne mettra pas en service l'intelligence artificielle. Ou si on les met, on dira il y a un taux de crédibilité. Ou alors, moi, j'aimerais que l'intelligence nous dise voilà, je vous propose ça, mais mon taux de crédibilité, c'est 2% ou 30%, 70%. Là, ça commence déjà à être intéressant. Je vais me dire oula, que j'écoute, ça commence à être intéressant. Ça dépend des cas, mais on ira doucement. Pour l'instant, il y a beaucoup de fantasmes, à mon sens. Mais c'est l'avenir quand même. Hein. Il faut pas. Vous savez, c'est comme les robots.
Un général américain disait il n'y a pas longtemps, on ne sait pas ce que ça a donné, mais on serait fou de ne pas essayer. Vous voyez, la bêtise, c'est d'être contre. La bêtise, c'est d'être pour. Il faut savoir vendre un truc ou un truc. Il ne faut pas être propriétaire. Il ne faut pas que la chose soit notre propriété. Hein, parce qu'on la fera durer alors qu'elle est nulle. Ou alors on l'abandonnera parce qu'on est conservateur, on ne veut pas y aller. Il faut y aller, mais savoir qu'à la fin, il faut qu'elle rende le service rendu. On revient au droit européen. Si elle ne rend pas le service, je suis désolé, il faut tirer les conséquences. Ou alors, il faut accepter de financer la BTD pour pas grand-chose. Alors, peut-être une dernière question un peu double, puisque j'ai deux questions qui concernent la future artillerie qui devrait tirer à 300 ou 400 km. Quelles devraient être les caractéristiques d'un successeur du Tigre et quels seront les scénarios d'emploi? Et la deuxième, donc faut que je retrouve. Concernant les gaz de tir dans l'artillerie de 300-400 km/h, pensez-vous que les systèmes de filtration CO seront un sujet? CO2. Oh, ça, c'est pas technique. Hein. Là, piégé. Je ne sais pas forcément si j'ai bien répondu à cette question, je n'ai pas compris. C'est quoi les tirs à 300 km? Et vont créer des gaz qui seront nocifs ou quoi? C'est ça? Oui, c'est ça. Concernant les gaz de tir, Ouais. Bon, à pensez-vous 300 km, on ne tirera pas avec un obus. Hein. On tirera avec une roquette. Donc, la roquette qui va avoir une combustion, qui va être alimentée tout au long de son trajet hein, pendant un certain temps. Donc, elle va décoller et puis elle va suivre son affaire. Aujourd'hui, une roquette est tirée à l'air libre. L'équipage est embarqué, protégé, on sait faire. Donc, ce ne sera pas différent fondamentalement. L'équipage est dans sa cabine blindée, il a un truc. Les roquettes sont dans un panier extérieur. Quand il tire, lui, il est en atmosphère protégée. Il est en atmosphère, je dirais, comment dire, climatisée, etc., filtrée. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. On conservera l'obus, comme je l'ai dit, pour aller des distances physiquement, tant qu'on n'est pas passé au câble électrique, qui n'est pas prêt en très longtemps. On restera sur des distances allant jusqu'à 80 km, ce qui est déjà pas mal, avec un obus classique, ce qui est déjà pas mal, parce qu'aujourd'hui, on tire plutôt à 40 km. Hein, c'est le meilleur tir qu'on puisse faire, c'est plutôt 40 km. Après, on peut faire des munitions à propulsion additionnelle, c'est évident. On ira chercher des roquettes qui sont, mon Dieu, c'est pas hors de portée. Je sais que quand je prends cette capacité, qui est celle que pour les Allemands, mais moi j'y crois à 150%, beaucoup de mes camarades me disent pourquoi 300, 150? Mais 150, les Américains savent déjà faire. Ils savent lancer des missiles très précis à 150 km. On se situe en 2040 pour tenir jusqu'à 2080, dans un contexte où, c'est évident, certaines zones ne pourront pas y aller. Et pourtant, il faudra détruire sur place. Donc, la liberté d'action commande d'allonger cette possibilité de tir. Ça, c'est pour ça. J'ai peut-être loupé l'autre partie de la question. C'est quoi? C'est le début de la question? C'était tout là-haut. Il faut que je retrouve. Il y avait les scénarios. Oui, Ah oui, le les tigre, le successeur caractéristiques tigre. du tigre. Bonne question, mais je me refuse à penser ce qu'il est. Je pense qu'il faut arriver dans la réflexion, vu que le successeur, on va entamer les études, elles ne sont pas entamées. Si on commence à dire ce que ça va être, j'en sais rien. Vous savez, quand nos prédécesseurs ont fait le Leclerc, et Jean Amiot le connaît bien le sujet, les gens sont refusés à l'appeler char. Ils ont eu raison. Ils ont dit très ignorés, ils ont dit engin principal de combat. On ne dit pas que c'est un char. Ils ont fait une architecture incroyablement moderne, plus moderne que celle de Scorpion, inventée par Scorpion. Il y a déjà des toiles téléopérées. Finalement, on a retenu un concept qui est le char Leclerc actuel, qui était celui qui allait le mieux avec son inattendé. Je crois qu'il faut bien comprendre que je pense personnellement qu'il ne faut pas penser au tigre successeur tigre tout seul, mais il faut penser au successeur avec le successeur du drone patrouilleur. Tous les deux sont souhaités à cette échéance. Et là, on voit bien qu'on a des appuis venant du ciel, à la fois des appuis observation, surveillance, appui feu, appui communication. Comment faire ça? Il y aura certainement un mix de man and man. Hein, on a peut-être une capacité vu qu'on développe actuellement pour la marine un petit drone VTOL hélicoptère, on aura peut-être maîtrisé certaines choses. Pour certaines missions, on enverra l'hélicoptère peut-être téléopéré parce que le risque pour l'équipage est tellement fort qu'il faut quand même faire la mission, mais on le téléopérera peut-être. Je pense qu'il y a une forte partie d'automatisation. Le problème sera toujours le même, emporter beaucoup d'armement, voir loin, beaucoup d'autonomie, pouvoir aller très bas, éviter les obstacles qui sont les obstacles inhérents à l'hélicoptère, qui n'est pas du tout le même domaine d'action que l'avion, parce que l'hélicoptère évolue à 50, 100 mètres sol, où il peut être tiré par beaucoup d'armements différents. Donc, mais je pense qu'il faut penser non pas l'hélicoptère tout seul, mais le couple drone-hélicoptère ensemble. Et qu'est-ce qu'on attend de ce couple en termes d'effets à donner sur le terrain? Et après, on pense à technique. Si on pense technique tout de suite, on va se tromper.
Bon, il reste encore pas mal de questions. Il y a des questions concernant les RH. Il y a une question concernant le soutien de l'armée vis-à-vis des industriels. Donc, je lis la question, hein. Compte tenu des besoins de nos armées que vous avez mis en avant, nos industriels français de la défense ont et auront besoin d'embaucher leurs futurs ingénieurs et techniciens. Or, l'image de ce secteur industriel n'est pas vraiment mise en avant dans les différents médias pour inciter les futures vocations. L'armée de terre pourrait-elle s'impliquer sur ce sujet comme pour faciliter la notoriété de ces industriels, notamment les PME régionales qui ont moins de visibilité que les très grands groupes? Vous savez, c'est un problème qui dépasse loin l'armée, c'est-à-dire, est-ce que notre société du XXe siècle maintenant, qui a, je dirais, des systèmes aujourd'hui de groupes de pression qui sont pas dans le sens de la protection de notre pays, parce que les armes, ça, il y a une vision, je dirais, euh, une vision des forces armées qui peut être très négative. Et donc, effectivement, on est confronté aujourd'hui à des possibilités de voir le fait militaire, qui pourtant agit toujours sur mandat de l'ONU, hein, qui porte assistance à des populations, qui intervient, qui défend nos intérêts. C'est toujours une décision, un, du président élu, et deuxièmement, sous mandat ONU, on agit toujours sur mandat ONU. Euh, on a maintenant effectivement quelle acceptabilité du monde de l'armement demain, dans la nation. Donc, c'est donc brutalement comme ça, à froid, si on ne donne pas de sens à l'action, ben, l'homme, la femme produisent, pensent des armes de guerre qui vont tuer des vies. Forcément, ça heurte un peu notre société occidentale du XXe siècle qui, elle, est plutôt parfois dans une éthique, je dirais, plutôt pacifiste, hein. Maintenant, si on donne du sens à l'action, c'est défendre les intérêts, c'est empêcher les terroristes d'agir, etc. C'est le devoir d'une nation et que toute, toute l'histoire de l'humanité montre que pour défendre son pays, si on ne sait pas montrer sa force, on sera vaincu. Donc le problème, c'est pas tant l'armée, encore que l'armée a une bonne image de marque de la nation, et donc on peut comprendre qu'il faut donner les armes à nos soldats. Je pense qu'il faut toujours avoir une vision charnelle des choses. Parce que ce que je dis toujours comme sous-chef, c'est de dire, au bout du bout, c'est nos soldats qui risquent leur vie, c'est nos fils, nos filles qui sont en réparation. Pas besoin que nos fils, filles naturelles, par la famille pour le soi, ces jeunes sont nos enfants. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour leur donner les moyens, alors qu'on vient leur donner de combattre, pour éviter qu'ils se fassent tuer en opération et qu'ils puissent remplir la mission? Si on prend ça en compte, cet aspect charnel que des filles et des fils de France font défendre mener des buts qui sont des buts légaux, ça fait donc donner du sens en permanence à l'action. Mais c'est un combat aujourd'hui, un combat. On a des groupes de pression extrêmement forts et de plus en plus violents d'ailleurs, qui peuvent venir par la violence, c'est assez paradoxal, s'opposer à nos entreprises de défense, etc. Donc, et l'armée de terre est la plus concernée parce qu'autant dans l'aviation, il y a un côté vol, performance, et puis Rafale, c'est beau, c'est loin, c'est chevalier du ciel. La marine, c'est l'effet de la mer ou confrontation à l'océan, comme celle qui a milieu hostile, comme celui de l'air, fait que le gars est aussi marin et aviateur, aussi marin et, alors, il peut être marin et aviateur qui est derrière au naval, il est marin et puis marin, je dirais, confronté à la mer, et puis soldat. L'aviateur est soldat et aviateur. Le terrien peut être des fois montagnard, hein, et combattant, mais on n'a qu'une brigade de montagne. Donc l'armée de terre est celle qui symbolise le plus la guerre dans toute sa atrocité, le combat rapproché, les victimes au sol, les morts, etc., est associé à ça. Je crois que c'est l'esprit de défense et qu'on a la nation qu'on mérite et qu'à la fin, si la nation n'est pas capable de porter ça, eh ben, la nation disparaîtra. Il faut qu'à un moment, les gens se responsabilisent et sachent le bout de la règle. On ne peut pas être dans l'ambiguïté permanente. On a vu avec les attentats que les forces de pays ont été plébiscitées et que les gens sentinelles ont été bien accueillis. Après, il peut y avoir une lassitude jusqu'à la prochaine menace revienne. Il faut que le peuple comprenne. En fait, il faut bien informer la population de certains codes de pression qu'on n'arrivera jamais à convaincre. Mais il faudrait des relations qui ne sont ni les militaires, ni les politiques, ni les industriels. Il faut trouver en fait des groupes de citoyens
qui vont prendre en main, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des citoyens qui soient présents, qui vont dire, mais attention, la défense, c'est notre problème, moi je veux défendre ma famille, mon foyer, j'ai besoin d'une armée. Et qu'il y ait un consensus national, je dirais un consensus, pas, pas, pas des gens indifférents, mais des gens qui disent, non, il nous faut ça. Sinon, le risque fort, effectivement, c'est qu'on ait demain la défense qu'on mérite. Alors, je propose une dernière question. D'ailleurs présente mes excuses à tous les auditeurs qui ont posé des questions pour lesquelles que je n'ai pas énumérées parce qu'elles voilà, il y en avait beaucoup trop. Tout du succès. Petite dernière question. Va-t-on rapidement être en décalage avec l'armée de terre britannique vu les dernières décisions d'investissement du Royaume-Uni? Et je propose que Jean Amyot prenne la parole à l'issue de cette réponse pour clôturer la séance. Alors, vous savez, il y a des contingences, je dirais, des contingences temporelles qui font qu'aujourd'hui on vient Brexit, etc. L'armée britannique et l'armée de terre française, l'armée de terre britannique et l'armée de terre française, on se sent en commun que ce sont des armées d'excellent niveau en Europe et capables de s'engager un peu partout, avec une armée qui a un fighting spirit reconnu de tout le monde. Il serait malheureux de croire que l'armée britannique serait ce qui est important pour nous, c'est de conserver nos capacités d'interopérabilité. Ce n'est pas tant un équipement commun qui au début est important, encore que de toute façon les Britanniques sont comme nous, ils auront à un moment donné cherché des équipements achetés, je dirais, sur des séries plus importantes. Mais il faut qu'on conserve, et on a aujourd'hui des coopérations extrêmement fortes, des accords quand même qui restent absolument valides en dépit du Brexit, des accords de défense, Lancaster House. On a la 16e Assaut Brigade qui est jumelée avec la 11e Brigade parachutiste, par exemple. Donc il y a des exercices conjoints réguliers d'interopérabilité. Donc je ne suis pas fondamentalement inquiet. Et les Britanniques savent eux-mêmes que de toute façon, ils auront besoin aussi de défendre des intérêts. Donc, séparons les sujets et je dis que demain, les Britanniques et les Français seront sur le champ de bataille. D'ailleurs, les Britanniques nous ont prêté des Chinook en opération. On fournit des équipages de Chinook, des hélicoptères transport lourd dont on avait bien besoin. Et ils ont fait un sacré job à notre profit. Donc, la coopération, alors, on a des programmes d'armement en commun qui perdurent entre Britanniques et Français. Donc, les choix politiques sont une chose, l'esprit de défense en commun est autre. Voilà. Mon général, cher Charles, permettez-moi au nom de l'Association de l'armement terrestre, de la 3ED IHEDN et des participants de vous remercier pour la qualité de la conférence que vous venez de prononcer. Je ne doute pas que les participants ont apprécié ces instants de partage de votre vision de l'équipement des forces françaises pour les engagements aéroterrestres de demain. Je dois avouer avoir été soulagé que le général Morillon et le général de Montaudoin n'aient pas introduit dans la spécification de l'engin principal de combat la chèvre. Car malgré les efforts que nous aurions pu effectuer, André Méchilam, François B. et moi-même, pour concevoir ce nouveau matériel, je crois que nous n'y serions jamais arrivés. Par contre, je pense que le char Leclerc peut passer comme un troupeau d'une quinzaine de chèvres, mais il y passera beaucoup plus rapidement que les chèvres, et donc il y sera beaucoup moins vulnérable. Vous prêchez un convaincu. Je remercie Marie et Patrick pour la qualité de l'organisation et de l'animation de cette conférence à laquelle étaient inscrits plus de 200 personnes. Je remercie les nombreux participants pour leur discipline et la pertinence de leurs questions qu'ils ont posées et auxquelles vous avez répondu avec votre franchise habituelle. Chers amis, au nom de l'Association de l'armement terrestre et la 3AED IHEDN, il me reste à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi ainsi qu'une bonne soirée, en espérant vous retrouver nombreux lors de nos prochaines conférences. Merci à tous.